Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau. Le retour aux urnes, vous le savez, est dans 10 jours très exactement. On va donc parler législative pendant un peu plus d'une heure sur ce plateau. Ce soir spécifiquement sur la deuxième circonscription des Vosges, celle de Saint-Dié. Débat en partenariat avec nos confrères de Vosges Matin, dont j'accueille tout de suite le journaliste de l'agence de Saint-Dié-des-Vosges, David Henry. Bonsoir David et merci. Bonsoir Jean-François. Merci d'avoir accepté de co-animer avec moi cette heure et quart de débat. Avant de vous présenter nos invités, comme vous en avez pris l'habitude, un mot comme nous l'impose l'ARCOM, l'ex-CSA, des candidats qui ne sont pas avec nous sur ce plateau, sachant que cette circonscription de Saint-Dié compte 12 candidats au total. C'est le plus grand nombre sur les Vosges. Il s'agit donc de Martine Canadas du mouvement de la ruralité, de Jeanne-Françoise Langlade de Lutte ouvrière, d'Elisa Moret, estampillée régionaliste, de Lionel Chambreau du Parti pour la décroissance, de Sudarshan Jugoval du Parti animaliste, de Jean-Luc Schaffhauser, ancien député européen FN étiqueté extrême droite, et d'Emmanuel Thiebaud du Parti lorrain. On précise également que cette deuxième circonscription est la seule du département, vous l'aurez tous noté, dans laquelle le député sortant ne se représente pas, en l'occurrence le député Les Républicains Gérard Cherpion, qui, comme il s'y était engagé, ne brigue pas sa succession, aujourd'hui âgé de 74 ans. Sont avec nous et ambitionnent donc d'exercer ce mandat de député des Vosges, le maire de Saint-Dié, président de l'agglomération, vice-président de la région, David Valence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Parti radical et avez reçu donc l'investiture de la majorité présidentielle baptisée Ensemble pour ces élections législatives. La NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, a pour visage celui de Charlotte Moreau. Bonsoir. Bonsoir. On va préciser que vous êtes adhérente à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pierre-Jean Robineau est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, et êtes soutenu pour cette élection par votre parti, mais aussi par Reconquête d'Éric Zemmour et les Patriotes de Florian Philippot. Vice-présidente de la communauté de l'agglomération, première vice-présidente du conseil départemental des Vosges et conseillère municipale à Saint-Dié, Caroline Privat-Mattioni représente l'union de la droite et du centre. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes soutenu et encarté chez les Républicains. Le candidat du Rassemblement national, arrivé en tête dans les Vosges lors des présidentielles et qui a fait de gros scores en Déodacie, et Gaëtan Dussaucet. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. 12 candidats donc au total, on l'a dit, sur cette deuxième circonscription, dont on va dire quelques mots pour bien poser les choses en se basant sur les données fournies par l'INSEE. C'est donc la deuxième la plus peuplée des Vosges, avec 94 000 habitants pour 115 communes. Moyenne d'âge de 46 ans, soit 5 ans de plus que la moyenne nationale. Le niveau de vie médian est le plus bas des Vosges, moins de 20 000 € par an et par habitant. Les taux de chômage et de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté restent également les plus élevés du département, avec un taux de retraités comprenant important et un habitant sur deux qui vit dans des communes rurales ou périurbaines. Voilà quelques éléments à avoir en tête au moment où s'ouvre ce débat. On va rappeler donc les règles du jeu avec nos petites horloges qui vont faire foi sur le temps de parole de chacun. Frédéric Blaison va y veiller. Le tirage au sort a voulu qu'on débute par Caroline Privat-Mattioni. Vous allez, si vous le voulez bien, vous présenter tout simplement et nous dire pourquoi vous avez souhaité vous engager dans cette campagne des législatives. Oui, écoutez, bonsoir. Caroline Privat-Mattioni, 47 ans. Née et réside à Saint-Dié, des Vosges. Je suis mariée, mère de famille et chef d'entreprise. J'ai été élue la première fois aux côtés de Roland Bedel. D'ailleurs, permettez-moi de le saluer, qui était à l'époque vice-président du Conseil général des Vosges et maire de Sainte-Marguerite. Je suis actuellement la première vice-présidente du Conseil départemental des Vosges, en charge de la jeunesse, des collèges, du sport et de la culture, et vice-présidente de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, en charge de la santé. Donc je me présente aux élections législatives en femme libre, sans avoir signé de charte qui m'obligerait à voter de façon partisane, sur ordre d'un parti. Et je souhaite mettre en place une démocratie active, ce qui permettrait aux citoyens de la circonscription et d'autres, pour ceux qui le souhaitent, de voter les débats qui sont, de voter les textes de loi, les projets de textes de loi qui sont débattus à l'Assemblée nationale par le biais de mon site internet qui sera aussi en audio et en FALC. Alors, on vous posera la question, ainsi qu'à David Valence évidemment, sur cette désunion, puisque vous travaillez ensemble au sein de l'agglomération de la ville de Saint-Dié. On verra ça juste après. On va poursuivre le tour de table avec Pierre-Jean Robineau. Représentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et dites-nous, quelle est l'idée qui vous a poussé à venir ce soir sur ce plateau et plus généralement à être candidat à ces élections ?
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Pierre-Jean Robineau. J'ai été, alors je suis pas un homme politique, comme j'aime le dire, mais je suis un citoyen engagé depuis 9 ans, puisque après avoir été commerçant, beaucoup de gens me connaissent sur Épinal, avoir eu des commerces sur Épinal et sportifs de haut niveau, j'ai fait un petit break pour me consacrer et donner un petit peu de mon expérience à la politique. En fait, je pensais au départ que je pouvais aider la politique, mais finalement, je suis arrivé dans un panier de crabes. Je me suis aperçu que ça ne se passait pas tout à fait comme je voulais. Alors, j'ai été conseiller municipal et communautaire à Épinal. Et très rapidement... Sous l'étiquette Front National à l'époque. Sous l'étiquette Front National, effectivement, que j'ai quitté très rapidement, au bout d'1 an et demi, ne me reconnaissant pas du tout dans les valeurs du Front National, en fait, surtout les valeurs qu'ils ont à l'intérieur du parti, puisqu'elles ne sont pas exactement celles qu'elles prônent devant les médias. Et donc, du coup, je m'étais retiré de la politique, et c'est à ce moment-là que Nicolas Dupont-Aignan, son équipe, est venu me chercher et m'a proposé d'être responsable régional pour Debout la France. Et je suis depuis 4 ans maintenant secrétaire général de Debout la France. Donc en étant secrétaire général, j'ai tous les cadres du parti. On est 684 de partis en France. Et ça m'a donné vraiment un retour de toutes... comment je pourrais dire, de toutes les préoccupations qu'avaient nos élus, puisqu'on a des élus, on a des élus européens, hein, on a des européens, on a des élus territoriaux. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir y aller. Je ne voulais pas y aller. Et puis je me suis aperçu que dans la deuxième circonscription, finalement, on avait le choix qu'entre deux candidats, on va dire, mais qui n'ont pas vraiment de liberté d'expression, qui sont le candidat à M. Macron et le candidat à Marine Le Pen. Et donc, j'ai décidé de venir jouer les troubles fêtes pour représenter les Vosgiens dans cette élection. Sachant qu'il y a quand même un bouchon à l'extrême droite ou la droite radicale, puisque Gaëtan Dussaucet est là, mais il y a aussi Jean-Luc Schaffhauser. Donc pourquoi ne pas avoir fait d'union? Pourquoi ne pas avoir essayé de faire une candidature unique, sachant que selon les circonscriptions, on voit un peu tous les cas de figure. On voit des candidats Reconquête avec contre les candidats de Debout la France, etc. Expliquez-nous cette mayonnaise. Très bonne question. J'ai préparé ça effectivement avec mon président et on a voulu faire l'union de la droite. Malheureusement, alors la plupart nous ont répondu OK, même au départ le FN était d'accord. Et puis à un moment donné, il y a eu un retour en arrière quand il s'agit d'argent, puisque vous savez que les élections législatives sont un moyen de financement pour les partis. Et quand on a commencé à parler d'argent, Marine Le Pen n'a pas souhaité me donner son investiture. Et donc, du coup, j'ai l'investiture de tous les autres partis, sauf celui de Marine Le Pen. On va rappeler que chaque voix vaut un peu plus d'1 euro, hein, c'est ça, 1 euro, donc si vous êtes représenté dans 50 circonscriptions. Donc, c'est une circonscription qui rapporte au premier tour environ, sur laquelle Marine Le Pen compte environ 160 000 euros. Charlotte Moreau, présentez-vous s'il vous plaît, et puis expliquez-nous pourquoi, alors vous êtes la candidate NUPES, d'une union pour le coup de la gauche. Hein. Exactement. Donc je suis la seule personne de gauche sur ce plateau. De fait. Donc, voilà. Donc je suis Charlotte Moreau, je suis surveillante dans un lycée à Remiremont. À côté de ça, je suis qu'à mi-temps parce qu'à côté de ça, je m'occupe beaucoup. Je suis très engagée dans une association locale qui fait beaucoup d'événements culturels, mais qui aussi monte des projets plutôt sur de l'alimentation bio, locale, de saison. Donc voilà, quand je suis arrivée dans les Vosges il y a 3 ans, je suis venue pour un projet, donc un projet associatif et à vocation à dynamiser le territoire sur lequel j'habite. Donc moi, j'habite pas dans la 2e circonscription, j'habite juste au sud dans la 3e. Mais bon, voilà, c'est quasiment le même... Enfin voilà, on est voisins, quoi. Donc, alors la NUPES, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, hein, puisqu'au départ, le PC voulait présenter, Sandra Blaise était plus que pressentie. Ensuite, on a cru comprendre que les filles voulaient présenter Karine Frère. Finalement, c'est vous. Il y a eu beaucoup de tergiversations. Je vous explique. En fait, moi, on est venu me chercher parce que je suis quelqu'un de très engagé dans l'associatif. Voilà, je suis une simple militante à la base. Voilà, j'ai dû me faire remarquer en allant à des réunions, en discutant avec les gens. Donc le national m'a téléphoné parce que au niveau national, les circonscriptions ont été réparties
pour faire en sorte que voilà, l'accord se fasse. Donc cette circonscription devait être donnée à LFI. Moi, je suis militante LFI, mais en vrai, je suis militante pour un programme commun. Enfin, voilà, je suis pas. Mais vous comprenez que des élus bien implantés au niveau local aient pu un peu trouver la soupe amère. Oui, quand même. mais après, Sandra Blaise, elle est pas si amère que ça, parce qu'on s'est vu hier. Elle me soutient, maintenant qu'elle me connaît, elle me soutient totalement parce qu'elle comprend que je suis pas forcément une mélenchoniste aveugle. Ben voilà, à un moment, je pense que je suis une personne sensée, engagée, avec des idées. Je suis quelqu'un de conviction. Sandra, elle comprend très bien que des gens de la société civile qui voilà, n'ont pas d'ambition carriériste en politique, puissent aussi vouloir se présenter. C'est pas par rapport à vous, hein. Je pense que c'est plutôt la technique ou la gymnastique des partis qui l'a un peu agacée. Mais elle a su accepter parce qu'elle comprend aussi que là, il faut qu'on mette un coup de poing sur la table et qu'on avance ensemble pour faire une vraie opposition à tous les autres partis de droite qui vont être à l'Assemblée. Gaëtan Dussaucet, présentez-vous. Vous êtes la personne qui ne vit pas sur le territoire ici. Il faut être tout à fait clair et transparent par rapport à ça. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette deuxième circonscription des Vosges ? Alors, en effet, je suis arrivé sur le tard dans les Vosges. J'habite désormais à Saint-Dié-des-Vosges, pour être tout à fait exact et très précis. Pour quelle raison ? Alors, c'est très simple. Déjà, je peux vous expliquer un peu. Moi, j'ai 28 ans. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai rejoint Marine Le Pen, à l'époque au Front National et ensuite au Rassemblement National. J'ai eu l'occasion de travailler à ses côtés et de militer pour elle à l'occasion de 3 présidentielles et puis évidemment de toutes les élections qui ont suivi. Et pour quelle raison je l'ai fait ? Parce qu'évidemment, on sait pertinemment, et moi j'en ai la conviction profonde, et c'est ce qu'a montré d'ailleurs les résultats de cette élection présidentielle, que Marine Le Pen et le Rassemblement National sont les seuls mouvements politiques et les seules personnalités politiques à comprendre les inquiétudes du pays, à comprendre ce dont les gens ont besoin, ce dont ils souffrent au quotidien, et d'y apporter des réponses et des propositions très concrètes pour pouvoir les solutionner. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la deuxième circonscription des Vosges, en l'occurrence, les électeurs ont placé à 2 reprises Marine Le Pen en tête, au soir du premier tour et au soir du second tour à plus de 56%. Alors pourquoi ces bons scores n'arrivent pas à être capitalisés sur des élections locales ? Ça fait plusieurs et des décennies peut-être, même maintenant on peut le dire, que ce maillage territorial n'arrive pas à s'opérer du côté du Rassemblement National. Vous savez que nous y travaillons, le parti du Rassemblement National, et contrairement à d'autres partis, un parti pauvre avec moins de moyens parfois, notamment pour avoir des permanences locales, pour avoir des campagnes avec des financements. On sait qu'on a énormément de difficultés aussi à trouver des financements, notamment auprès des banques privées. Donc nous y travaillons depuis 10 ans, c'est la volonté de Marine Le Pen, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je peux vous l'annoncer déjà d'ores et déjà dès ce soir, quel que soit le résultat, c'est évidemment les électeurs vosgiens qui en décideront, mais quels que soient les résultats des élections législatives, vous m'avez évidemment pour 5 ans, notamment pour... Donc vous resterez sur le territoire, vous engagez à le faire. Bien évidemment, je resterai dans les Vosges pour travailler justement cette implantation, et si jamais le malheur veut que ce soit un député macroniste qui soit saisi pour représenter sa circonscription, c'est-à-dire ne pas représenter finalement les idées pourtant majoritaires dans cette circonscription, eh bien nous travaillerons, nous, notre notoriété, nous, notre implantation, pour pouvoir rattraper tout cela. Toute dernière question sur cette présentation. Pourquoi Pierre-Jean Robineau et vous êtes de fait confrontés sur cette élection? Pourquoi ne pas avoir fait alliance? Mais écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas forcément voir ça d'un mauvais œil, en réfléchissant avec des calculs politiques, des calculs électoraux, etc. Nous n'avons pas eu l'intention ni l'ambition de faire cette espèce d'alliance contre nature qu'a par exemple décidé de faire Jean-Luc Mélenchon, où on se retrouve avec des pros et anti-nucléaires dans la même famille, avec des pros et anti-européens dans la même famille, avec des personnes qui ne pensent pas tout à fait la même chose sur un certain nombre de points. Les différences sont patentes. Oui, mais il existe quelques différences. Je sais par exemple le parti de Reconquête qui soutient la candidature de Pierre-Jean Robineau est favorable à la retraite à 65 ans. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous y sommes foncièrement opposés. Et de la même manière, on peut avoir d'autres petites divergences comme celle-là. Écoutez, c'est le jeu démocratique. Tout le monde se présente, va défendre ses idées, va défendre ses sensibilités. Et le plus important, c'est qu'on puisse se retrouver évidemment au second tour pour faire barrage à la candidature. Ce que vient de dire Pierre-Jean Robineau, l'aspect financier, franchement, non, on n'a absolument pas du tout compté là-dedans. C'est juste qu'à partir du moment où les électeurs, au soir du premier tour, ont placé Marine Le Pen à 35%, il apparaissait évident qu'il y ait un candidat issu de la famille du Rassemblement National, qui a aussi des personnalités à présenter, puisse être présent au premier tour de cette élection. On reverra ça un peu plus tard. David Valence, c'est à vous de finir ce petit tour de table. Dites-nous pourquoi, effectivement, vous avez souhaité vous présenter, et on vous posera quelques questions, bien évidemment, ensuite. Écoutez, derrière vous, Jean-François Verrier, il y a la carte de cette deuxième circonscription des Vosges.
Moi, j'ai passé les 18 premières années de ma vie dans la partie ouest de la circonscription. Ma famille y est toujours ancrée. Mon père y a été élu dans une petite commune rurale où j'ai grandi. Docelles, hein, à Docelles, absolument, il y a maintenant quelques années. Ma mère y vit toujours, ma grand-mère y vit toujours. Et puis ensuite, je suis parti à Paris une partie de ma vie. Je suis revenu dans les Vosges, en DO d'Assy. J'y suis élu depuis 8 ans seulement. Ça ne fait pas 25 ans que je fais de la politique. Et donc, je connais bien ce territoire. Je l'ai beaucoup parcouru. Je crois que j'en connais aussi les dossiers, depuis des investissements d'entreprises comme Guef à Champ-de-Duc jusqu'au plan de paysage du Valtin ou au problème du foyer rural de Raon-les-Laux qui est en Meurthe-et-Moselle mais qui est utilisé par toute la haute vallée de la Plaine. Et j'y vais par passion. Parce que je crois que notre territoire a besoin qu'on lui parle des gens qui y vivent et pas forcément tout le temps des débats politiques et politiciens dont on vient d'avoir un petit extrait à l'instant. Donc ça veut dire que la ville et la communauté d'agglomération ne suffisent plus. Je crois que notre territoire a besoin aussi d'un député qui compte à l'Assemblée nationale, parce qu'on va choisir la personne qui va nous représenter pendant 5 ans, qui pourra débloquer des dossiers pour des entreprises, pour des associations ou pour des communes. Et j'y vais aussi parce que je crois qu'on a besoin d'un député qui respecte la logique des institutions. Quand le général de Gaulle a créé la Ve République en 1958, je ne pense pas que sa logique était de créer des cohabitations systématiques. Et je crois qu'il faut respecter la logique des institutions tout en ayant un député de terrain, un député qui connaît bien la circonscription dans sa diversité et un député qui travaillera dans l'intérêt de tous les habitants parce que c'est eux qui comptent et pas nos histoires politiques et politiciennes. Monsieur Valence, vous avez travaillé avec Elisabeth Borne qui est devenue la nouvelle Première ministre. Est-ce que vous garantissez aux électeurs de la 2e circonscription des Vosges que vous effectuerez vos 5 ans de mandat en tant que député ? Écoutez, vous savez, on a eu dans les Vosges des députés influents et des sénateurs influents de par le passé. Est-ce que vous auriez demandé, par exemple, à Christian Poncelet s'il allait rester sur le terrain au moment où il a été élu président du Sénat ou au moment où il a été nommé secrétaire d'État au budget dans les années 70 ? Je pense que les Vosges ont besoin d'être défendus à Paris, quelle que soit la forme. En tout cas, vous savez, on n'est plus longtemps ancien quelque chose en politique qu'on exerce les responsabilités. Il faut avoir la modestie de dire que je suis candidat pour ce mandat, pour être député, pour défendre la circonscription, quelles que soient les formes, mais je suis bien candidat pour être député de cette circonscription, et parce que je pense qu'on a besoin d'une expérience de maire, je suis le seul maire candidat à ce mandat, d'une expérience de maire à l'Assemblée nationale dans sa diversité et sa complexité. Alors, vous ne le serez plus si vous êtes élu au Palais Bourbon. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Déodaciens qui ont voté pour vous il y a 18 mois, c'est-à-dire qui va prendre en main cette mairie ? Vous savez, il y a 8 ans, quand on est venu me chercher pour monter une liste sur laquelle figure d'ailleurs une des candidates qui est sur ce plateau, qui a été élue 2 fois sur des listes que j'ai conduites, eh bien, à l'époque, c'était avec des objectifs très clairs que je me suis engagé. Je me suis dit que la ville de Saint-Dié avait besoin d'avoir une situation financière plus assainie. Aujourd'hui, on a remboursé plus de 11 millions de dettes par rapport à la situation que nous avons trouvée avec mon équipe en 2014. Je me suis dit aussi avec mon équipe qu'il fallait ouvrir la ville de Saint-Dié sur l'extérieur. C'était de notoriété publique que la ville de Saint-Dié était un peu renfermée sur elle, travaillait mal avec le département, avec la région, aussi avec l'État et mal avec les communes environnantes. Je crois qu'aujourd'hui, ces relations sont bonnes. Les communes au sein de la communauté d'agglomération, même s'il y a des choses à améliorer, eh bien, beaucoup de frontières ont été franchies. Donc la ville n'a plus besoin de vous, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Le département investit à Saint-Dié, comme en ce moment Rutière, de façon massive, et la région Grand Est travaille bien avec la commune. Et puis, je m'étais donné pour objectif, avec mon équipe, de rétablir l'image et l'intégrité dans la conduite des affaires publiques de cette ville. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vécu 8 ans relativement apaisés du point de vue de la vie municipale et marqués par un certain engagement et un certain désintéressement dans la gestion des affaires publiques. Alors je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de moi puisque je suis candidat à un autre mandat. Je dis qu'il faut avoir la modestie parfois de considérer qu'on a une expérience de 8 ans et qu'on peut la mettre à profit dans d'autres mandats et que la philosophie qu'on a essayé d'impulser avec une équipe, parce qu'on n'agit jamais seul quand on est maire ou quand on est élu local au sens large, eh bien cette philosophie, on peut la retrouver et je crois qu'elle persistera, y compris si je suis élu député de cette circonscription, comme je le pense, dans 10 jours. Caroline Privat-Mathioni, on revient comme promis vers vous sur cette double candidature. On va rappeler effectivement que David Valence était le suppléant de Gérard Cherpion, que vous deux,
Vous travaillez ensemble au quotidien. Pourquoi cette dualité de candidature et qu'est-ce qu'elle peut signifier pour les électeurs qui peuvent se sentir légitimement un peu perdus? Vous savez, moi je suis droite dans mes bottes, je suis du parti Les Républicains. Je ne suis évidemment pas, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, la suppléante de Gérard Cherpion, mais c'est moi qui l'ai choisi pour le succéder. Je ne me suis pas engagée contre réellement, je veux dire, sur une liste. Monsieur Valence a été élu à la région contre une liste de la majorité présidentielle. Il a été élu au dernier mandat en suppléant Gérard Cherpion contre une candidate de la majorité présidentielle. Donc il y a quelque chose qui me paraît un peu compliqué à comprendre, en effet, que maintenant, il se présente avec la majorité présidentielle. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui change. C'est pas parce qu'on a des difficultés qu'il faut tirer la bonne carte au bon moment. Et je continue dans ma lignée du gaullisme social que Gérard Cherpion a exercé depuis 1993. David, une question peut-être sur cette... Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a apporté son soutien à votre opposant, M. Valence, ouvertement. On sait que Jean Rottner s'est engagé auprès de Valérie Pécresse dans la campagne de l'élection présidentielle. Est-ce que ça a été une surprise majeure pour vous? Alors non, pas une surprise. C'est un président qui soutient son vice-président. Je ne vois pas trop comment il pourrait faire autrement que de soutenir son vice-président qu'il a nommé. Il ne va pas se dire, écoutez, tout compte fait pour cette élection-là, tout compte fait, mon vice-président n'est pas bon. Il ne peut pas se désavouer. Après, il y a aussi Mme Borne qui a soutenu M. Valence. Et ce qui est logique aussi, quand vous avez un candidat que vous soutenez, qui fait partie de la majorité présidentielle, qui se retrouve en difficulté dans la circonscription, c'est normal qu'on vienne le soutenir. Ok, très bien pour cette première partie de présentation. On va attaquer tout de suite notre premier thème, celui qui s'impose dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. On va rappeler les choses. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5% d'inflation, avec une croissance désormais négative au sortir de quelques mois assez exceptionnels, une embellie que toute l'Europe, ou presque, nous a enviée. Gaëtan Dussaucet, j'ai envie de vous poser la première question. Vos leviers, donc, on les connaît, c'est la suppression de la TVA, et puis faire un gros travail également sur les taxations sur l'essence. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là où il faut aller bien au-delà? Comment faire pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, mais aussi et surtout pour ce qui vous concerne, aux Vosgiens de la deuxième circonscription? Je l'ai rappelé en amont, c'était quand même une circonscription très pauvre, qui a longtemps eu le taux de chômage le plus élevé de l'Est de la France. Tout à fait. Et il est certain que l'inflation et l'explosion des prix telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle va aussi s'accélérer cet été et en septembre, à la rentrée, ne va pas arranger tout ça. Elle va peut-être même créer encore plus de souffrance et malheureusement encore plus de pauvreté dans notre circonscription. Vous l'avez rappelé, nous on a toujours porté avec Marine Le Pen 2 mesures essentielles qui permettent de soulager rapidement, immédiatement, le pouvoir d'achat des Français. C'est la baisse de la TVA, pas seulement sur l'essence, de 20 à 5,5% sur l'ensemble des énergies. C'est-à-dire les essence, gasoil, électricité, gaz, mais aussi fuel, puisqu'on l'oublie malheureusement trop souvent. Et également, lorsque l'inflation est trop importante, là je rappelle qu'en l'espace d'un an, elle a quand même explosé de plus de 5%, eh bien nous proposons, nous, de supprimer la TVA sur 100 produits alimentaires de première nécessité, alimentaires mais aussi hygiéniques, qui permettent avec une efficacité qui est très contestée. Le cabinet Asterès, qu'on ne peut pas soupçonner d'être d'extrême gauche, nous dit en gros 13 € par an par foyer, c'est quand même très très... Oui, mais vous savez aussi que pendant la présidentielle, nous avons eu l'occasion de défendre un certain nombre de panels, de propositions qui permettaient de rendre 200 à 300 € par mois à l'ensemble des foyers. Malheureusement, nous n'avons pas remporté cette élection présidentielle, donc nous ne sommes pas en mesure pour le moment de les appliquer, mais nous espérons évidemment faire élire le plus grand nombre de députés qui permettra de défendre ces mesures de bon sens. Si vous voulez, il faut quand même que, et c'est quelque chose qui m'interpelle, il faut quand même que le gouvernement prenne en considération l'urgence qu'il y a à agir pour le pouvoir d'achat des Français. Parce que moi, ce que je regrette et ce qui m'a énormément inquiété, c'est que j'ai un peu le sentiment quand même que s'il n'y avait pas eu une élection législative, le gouvernement n'aurait pas tant entendu et tant regardé ce qu'il y avait à faire pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Lorsqu'on a eu l'élection présidentielle, qu'a-t-il fait? Il a mis en place un chèque carburant de 18 centimes parce qu'il l'a fait à 3 ou 4 semaines avant le premier tour. Là, il a décidé, alors qu'il voulait au départ le suspendre en juillet, il a décidé finalement de le maintenir jusqu'en septembre. Heureusement que les élections législatives sont là. Mais voyez-vous, on ne va pas régler la situation uniquement avec des petits chèques. Parce que ce sont des solutions qui ne sont pas pérennes. Il y a eu un bouclier quand même à l'automne sur le... Bien sûr, mais si vous voulez, ce sont des solutions qui ne sont pas pérennes. Nous
demandons par exemple sur l'énergie, par exemple sur l'électricité, eh bien que le gouvernement ait le courage d'aller renégocier à Bruxelles auprès des commissaires européens la possibilité de renégocier par exemple le marché électrique européen. C'est un marché qui aujourd'hui oblige à la concurrence, oblige du coup à la vente d'une électricité beaucoup plus chère que nous la produisons et qui pénalise de fait évidemment les contribuables français. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. L'Espagne et le Portugal l'ont fait, ils l'ont négocié dans ces 6 derniers mois et ça a permis évidemment de baisser la facture énergétique pour les Espagnols et les Portugais. Il faudrait qu'on en fasse de même pour les Français. Charlotte Moreau, les initiatives locales se multiplient. On a vu les hausses de salaire notamment pratiquées chez Garnier-Thiebaud, des primes chez Vogelis. Vous voulez jouer beaucoup sur les salaires. Pour vous, le pouvoir d'achat est là, hein, clairement. Oui, nous on est pour... Avec ce fameux SMIC à 1 500 €. Bien sûr, on est pour l'augmentation des salaires et bien sûr sans toucher aux cotisations sociales. En fait, ce qu'on veut expliquer, c'est que augmenter les salaires, nous, contrairement par exemple au RN, on propose d'augmenter les salaires sans toucher aux cotisations sociales parce que les cotisations sociales sont un salaire différé. Ils permettent en fait aux personnes d'avoir un pouvoir... Moi, j'aime pas quand on parle de pouvoir d'achat. Pour moi, c'est le pouvoir de vivre. En fait, pour beaucoup de gens, c'est même pas la question de si je vais pouvoir aller m'acheter un t-shirt. C'est la question, c'est est-ce que je vais pouvoir me chauffer? Est-ce que je vais pouvoir acheter à manger? Moi, qui travaille à mi-temps, je suis dans ces questions-là. Clairement, les chèques qu'on reçoit comme ça à la volée ne servent strictement à rien. Il faut une solution pérenne avec des salaires augmentés, dont le SMIC, les autres réévalués, et que ça ne fasse pas peur aux petits patrons. Parce que mardi, donc j'étais la seule candidate à aller rencontrer les petits patrons à l'U2P. Je suis aussi la seule à être restée derrière pour discuter avec eux en dehors du débat. Et en fait, ces gens votent à droite parce qu'on leur fait miroiter que s'ils augmentent leurs salariés, ça va leur coûter cher. Sauf que, en fait, l'autre problématique qui se pose à eux, c'est qu'ils n'ont pas de commandes parce que les gens n'ont pas les moyens. Mais les gens n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas le salaire suffisant. Est-ce qu'il y a pas un risque, malgré tout, que les entreprises répercutent cette hausse de salaire-là sur les prix et finalement que l'inflation continue de perdurer ? Bon, après, là, l'augmentation des prix, c'est pas les salaires qui augmentent les prix de tous les services, hein. C'est la spéculation sur les matériaux. Voilà. Je veux dire, c'est insignifiant. La partie salaire, elle est insignifiante par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la grosse finance qui bloque totalement les petites entreprises qui peuvent plus fournir, notamment voilà, sur le bois part en Chine, revient, enfin voilà, c'est absolument en dépit du bon sens. Caroline Privat-Mattioni, des idées pour aider spécifiquement les Vosgiens qui ont besoin plus qu'ailleurs de leur voiture. J'ai noté un chiffre dans cette deuxième circonscription, 86% des salariés qui rejoignent leur lieu de travail le font avec leur propre véhicule. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut des aides territorialisées pour tenir compte du contexte local? Comment est-ce qu'on fait en pratique pour s'adapter aux situations particulières? Alors pas que sur la voiture, hein. Vous avez dit tout à l'heure, hein, la préoccupation première, et pour 57% des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc c'est un ensemble, hein, des choses, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Le panier moyen augmente. Nous avions auparavant des fins de mois qui étaient aux environs du 20. C'est monté il n'y a pas longtemps aux environs du 15. Et maintenant, on est plus fin de mois, on est aux environs du 10. Hein. Donc il faut faire plusieurs propositions, et des propositions en effet qui s'inscrivent dans le marbre et qui sont plutôt pérennes. Donc je proposerais la baisse des frais bancaires, hein, puisque quand vous finissez votre fin de mois le 10, ça veut dire que du 10 au 30, vous êtes à découvert, vous avez des agios qui sont importants, et c'est pas ça qui va vous aider à remonter la tête de l'eau, comme on dit. Hein. Donc ça peut être une première solution qui sera proposée. La double taxation dont on parle régulièrement sur les produits énergétiques complets, que ce soit gaz, électricité et carburant, puisque, vous l'avez dit, dans notre secteur, on ne peut pas se passer de la voiture. Je veux dire, on peut faire en sorte qu'il y en ait moins, mais il arrive à un moment donné, il faut être réaliste. Hein. On n'est pas à Paris, hein, on n'a pas le métro. Je veux dire, même si vous voulez prendre le train, il faut aller jusque la gare. Si vous voulez prendre le bus, il faut aller au moins jusqu'à la station. Vous voyez, c'est assez logique. On n'a pas tout à proximité. Donc la baisse de la TVA sur cette double taxation de 20 à 5,5 pour éviter que les gens aussi choisissent, et Madame Moreau l'a dit, entre se nourrir et se chauffer, parce qu'on en est là, et il ne faut pas non plus avoir peur de le dire. Et puis ça touche tout le monde, ça touche les étudiants, ça touche les retraités,
et ça touche les actifs. Donc, il y a des choses à faire. La défiscalisation aussi des heures supplémentaires, sans plafond, donc travailler plus pour gagner plus, et puis indexer sur les retraites l'inflation. Donc d'avoir l'inverse, pardon, excusez-moi. C'est vraiment pas logique que l'on ait aussi des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui touchent à peine 1 000 euros. David Valence, un mot de tout ce qu'on vient d'entendre, le RN qui vous dit le gouvernement n'en fait pas assez, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que vous dites, vous, à l'échelle nationale et territoriale aussi, évidemment? Il faut bien être conscient qu'on vit une situation totalement inédite. Aujourd'hui, on sort de la crise Covid que personne n'avait vu venir et qui s'est traduite par le fait que toutes les économies mondiales ont redémarré en même temps et l'économie française plutôt plus vite que les autres, ce qui s'est traduit par une baisse du chômage importante, y compris dans notre circonscription. Puis le deuxième phénomène, c'est la crise en Ukraine, qui, toutes les deux, c'est cette sortie de crise de Covid et la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine s'est traduite par une pression sur les prix et de la spéculation. Donc c'est une situation exceptionnelle. Moi, la dernière fois qu'on m'a parlé d'une inflation à 5%, c'était pour décrire la situation qui existait quand je suis né en 1981, mais je n'avais jamais connu une situation pareille depuis que je suis en âge de lire le journal et de comprendre un petit peu ce qui se passe en matière économique. Ça, c'est le contexte. Alors qu'on fait dans ce contexte-là ? Maintenant, il faut d'abord proposer un certain nombre de nouvelles mesures. Je dis nouvelles parce que la France est le seul pays européen qui a décidé d'avoir des mesures de compensation sur le prix des carburants. Si vous allez en Allemagne, vous verrez que l'augmentation est beaucoup plus spectaculaire par rapport à ce qui existait il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et la France est aussi le seul pays européen à avoir créé un chèque énergie. Mais il faut aller plus loin. Oui, il faut aller plus loin en compensant maintenant la hausse de prix sur les produits alimentaires de première nécessité. La création d'un chèque alimentaire qui ne pourra être consommé que sur des produits alimentaires pour les ménages les plus modestes. C'est une mesure qui avait été proposée par la Convention citoyenne sur le climat. Il faut ce chèque alimentaire le créer dès cet été pour compenser la hausse des prix sur les produits de première nécessité pour les personnes qui ont le moins les moyens. À quel niveau on fixerait ce sera le débat du Parlement qui le fixera. Le Parlement, contrairement à ce que diront peut-être un certain nombre des personnes sur ce plateau, il a des pouvoirs et il en a en particulier quand on est dans la majorité et qu'on arrive à modifier les lois. Deuxième mesure que je pense très importante, en effet, le fait que la revalorisation des retraites puisse se faire dès le 1er juillet dans le cadre d'une loi sur la vie chère qui sera proposée au Parlement assez vite. Ensuite, donc on arrive à 1100 euros, c'est ça ? C'est une autre mesure. Décider ensemble que aucune retraite pour des carrières complètes ne puisse être inférieure à 1 100 euros. Moi, je connais bien cette situation. J'ai une grand-mère qui a été exploitante agricole pendant toute sa vie. Elle gagne moins de 1 100 euros. J'imagine que c'est le cas, évidemment, d'un certain nombre de personnes ici qui ont aussi des proches sur ce plateau qui gagnent moins que cette somme-là. Je trouve qu'on n'est pas dans un pays décent quand on accepte que des personnes qui ont travaillé toute leur vie gagnent moins de 1 100 euros avec le contexte actuel. Et puis, il faut maintenir provisoirement ces mesures de blocage des prix de l'énergie. Je dis provisoirement, pourquoi est-ce qu'il faut des mesures conjoncturelles ? Parce que si demain, on décidait de façon pérenne de réduire fortement la TVA sur les produits et les énergies fossiles, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on créerait, si demain l'inflation baisse, elle baissera forcément dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, on créerait une incitation très forte à consommer plus d'énergie fossile. C'est complètement contradictoire avec tout ce qu'on peut imaginer en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut contenir ces prix, il faut agir sur le pouvoir d'achat des Français, il faut permettre le triplement de la prime Macron, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée par les entreprises, il faut agir sur plusieurs leviers, mais il ne faut pas prendre des mesures qui vont durer trop longtemps, parce que sinon on crée une incitation à consommer des énergies fossiles, et surtout on pénalise très durablement le budget de l'État. Moi je n'oublie pas que la situation financière de la France aujourd'hui, elle devra forcément être redressée dans les 5 et 10 années qui viennent. Moi j'aimerais juste rajouter quelque chose, on dirait presque que M. Valence est candidat de la NUP quand on l'entend parler. Sauf qu'en fait c'est bien beau de vouloir reprendre des termes, par exemple comme la bifurcation écologique, ou alors de vouloir remettre les retraites en dessous sans que les personnes soient en dessous du seuil de pauvreté. Sauf que en fait ça c'est des idées que nous avons portées dans un programme que c'est écrit depuis 10 ans. Et en fait, le problème, c'est que la majorité présidentielle reprend des termes
les annonces, mais les vident complètement de leur sens et ne vont même pas chercher à comment ils vont les financer. Parce qu'ils n'iront pas rétablir l'ISF, ils n'iront pas taxer les grandes entreprises comme Total en leur demandant de faire des efforts. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, j'ai croisé des militants de M. Valence sur le terrain qui, sûrement que c'est vrai, disent que c'est quelqu'un de très bien. Mais par contre, quand on leur dit que M. Valence va aller voter ce que M. Macron lui dit d'aller voter, là, les gens déchantent. Et je pense qu'il y a des gens qui sont trompés clairement par les candidats de La République En Marche et qui ne voient pas qu'en fait, ils vont suivre comme des petits soldats ce que M. Macron leur dit de faire. Je voudrais juste préciser que l'opposition au Parlement, et singulièrement les élus de la France Insoumise, mais c'est vrai aussi des élus les Républicains et des élus Rassemblement National, ont voté contre quasiment toutes les lois qui ont été proposées pendant 5 ans. Et donc, je prends un exemple peut-être concret sur la réforme de l'apprentissage ou sur l'extension du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Les élus républicains ont voté contre à l'Assemblée nationale au cours des 5 ans qui se sont écoulés. Le Rassemblement national a voté systématiquement contre les mesures de soutien aux commerçants pendant la crise Covid. Voilà, il n'y a pas plus de liberté dans l'opposition que dans la majorité. Je crois simplement qu'on peut plus peser sur la loi au moment où elle se prépare, au moment où elle s'élabore et au moment où elle va s'appliquer quand on est dans la majorité. Et ça, n'importe quel parlementaire qui a exercé un mandat hors caméra, il vous le dira. Caroline Prima-Mattioni, vous voulez réagir? Oui, je ne peux pas laisser dire ça, ce n'est pas vrai. Les Républicains... Non, ce n'est pas vrai. On peut vérifier. Les Républicains, dont Gérard Cherpion, par exemple, on a encore discuté hier avec, il a voté pratiquement 50% de ce qui a été fait par Macron. Donc c'est bien une opposition, ce n'est bien une opposition constructive qu'on propose, et moi, non, constructive. Et c'est bien, nous, on ne signe pas de charte pour faire député et juste lever la main quand on nous le demande. Donc ça, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas le genre de député Playmobil comme on peut en rencontrer un certain nombre dans les groupes d'opposition. On me reproche souvent d'avoir trop de caractère. C'est un peu contradictoire avec ce qui vient d'être dit à l'instant. Il y a une charte qui a été signée à ce moment-là quand même. Il y a une charte d'engagement effectivement des députés pour tout ça. Pierre-Jean Robineau, vous êtes très en retard sur le temps de parole, hein, bien sûr. Alors, allez-y, sur le pouvoir d'achat, est-ce que vous faites... C'est très intéressant d'écouter les autres échanger. Alors effectivement, je ne suis pas un très grand orateur. Par contre, je suis un paysan. Vous savez, je suis né à Padoue, je mourrai à Padoue. Et je suis par contre plein de bon sens. Et le bon sens, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans les débats, il n'y en a pas beaucoup au gouvernement. Tout simplement, et si on ramène le problème qu'on peut avoir de pouvoir d'achat sur notre département, parce que moi, tout ce qui me pousse aujourd'hui à faire de la politique, c'est cette haine que j'ai des inégalités. On a une inégalité territoriale, bien entendu, territoriale, qui va s'accentuer. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour augmenter le pouvoir d'achat aujourd'hui de nos concitoyens vosgiens, je parle de la deuxième circonscription, qui est effectivement une circonscription très pauvre. La première des choses, il est certain, et tout le monde est d'accord, je crois, sur ce plateau, c'est de dire que dans les Vosges, on ne peut pas, dans la deuxième circonscription, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas amener ses enfants à la crèche, on ne peut pas faire autre chose que de prendre son véhicule dès lors qu'on se réveille le matin. Donc, la première des choses à faire, et ça c'est inévitable, et le gouvernement ne veut pas le faire, c'est de baisser au minimum la TVA sur la taxe pétrolière, sur la TIPP. Ça, c'est la première des choses. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de David Valence? C'est-à-dire que si on baisse trop, effectivement, on sera forcément avec une incitation de fait de reprendre plus sa voiture et donc de créer... Non, quand l'inflation baissera, évidemment. Écoutez, on a une inégalité terrible entre les métropoles où les gens n'ont pas besoin de leur véhicule et nous, on a besoin. C'est-à-dire qu'on a... Vous savez, le Vosgien de la deuxième circonscription, quand il se lève le matin, il ne se pose pas cette question. C'est comment je vais manger. Je l'ai dit, 86% prennent leur voiture. Et donc, ça, c'est la première des choses. Pour moi, c'est inévitable. Il faut supprimer cette TIPP et pas faire des chèques qui seront pas pérennes dans le temps. Ensuite... manque à gagner énorme pour l'État quand même. Manque à gagner, non, parce que... Si, mais non, parce que le diesel ou l'essence, les énergies en général, sont taxées à un certain niveau. 60%, 70% sur certaines énergies pour les voitures. À partir du moment où le prix a augmenté, ce pourcentage n'a pas baissé, il a lui-même augmenté.
Et c'est-à-dire que ça ne fait que supprimer la TVA ne fait que rééquilibrer la part de l'État. Parce que l'État gagne beaucoup plus d'argent depuis que le pétrole a augmenté. En fait, ça fait mieux le jeu de l'État, je dirais, que des pétroliers. Parce que les pétroliers gagnent beaucoup moins que l'État sur un litre de diesel ou de sans-plomb. Mais alors, quand même leur vie, hein. ensuite, moi, ce dont personne n'a parlé, quand même, c'est au niveau du pouvoir d'achat. Alors on peut avoir des chèques, on peut distribuer des chèques, on peut faire de l'assistanat. Mais je pense que chez nous, on ne veut pas d'assistanat. On veut simplement qu'on nous donne des mesures pérennes pour pouvoir avancer. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que la reprise, et contrairement à ce qu'a dit M. Valence, la reprise, la France n'est pas en avance sur les autres pays, elle est en retard sur tous les autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, dès l'année dernière, ont vu leur taux de croissance augmenter, et pas nous en France. Bon, en France, on a eu un taux de croissance plus important qu'en Allemagne. Aujourd'hui, on rééquilibre, et alors je suis broker, c'est mon métier. Je travaille avec des investisseurs, je travaille avec des grosses foncières, je travaille avec des professionnels qui n'ont pas l'intention de venir s'installer dans les Vosges. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manque de pouvoir d'achat de notre circonscription, c'est aussi un taux de chômage très important. C'est aussi des salaires qui n'augmentent pas. Et moi, ce que je propose, effectivement, c'est d'inciter les entreprises à s'installer dans les Vosges. On va perdre, parce qu'on a aussi une conjoncture économique, et puis on a un modèle économique qui change. Regardez, le départ prochain on va y venir, sur la base. L'emploi avec les départs, effectivement, de grosses entreprises. C'est le thème juste après. Vous pouvez teaser, mais c'est quand même le thème d'après. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de permettre à des gens qui sont sans emploi de retrouver des emplois. Ça, c'est la première chose. Donc vous êtes adhérent officiel à la NUPES, vous êtes d'accord sur c'est les salaires qu'il faut augmenter, c'est votre premier... Bien entendu, on parle souvent, pour faire plaisir électoralement, de la revalorisation des retraites, mais à partir du moment où l'inflation va augmenter, c'est tous les salaires qui devront suivre l'inflation. Seulement tous les salaires. Autrement, de fait, le pouvoir d'achat va baisser. Gaëtan Dussocé, vous voulez intervenir ? Oui, je voulais juste préciser quand même quelque chose. Parfois, on peut avoir le sentiment, et c'est un sentiment qui est une réalité en effet, que les salaires sont trop bas. Mais si les salaires sont trop bas, c'est aussi parce que la vie est trop chère. Et il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels l'État peut rendre leur argent aux Français. On en a parlé à nouveau, sur la fiscalité en effet des carburants et des énergies. Plus de 60% du prix que l'on paye à la pompe correspondent à des taxes, à de l'argent qui va directement dans les poches de l'État et qui d'ailleurs augmente lorsque les prix à la pompe augmentent. Donc il faut évidemment intervenir aussi là-dessus. Puis pour quelle raison aussi ? Parce que on peut augmenter les salaires. D'ailleurs, c'était aussi l'une des propositions de Marine Le Pen, l'augmenter évidemment immédiatement sur les soignants, sur les enseignants, puisqu'ils sont évidemment trop mal payés. On est l'un des pays européens membres de l'OCDE où les enseignants et les soignants sont les plus mal payés, mais aussi en augmentant par exemple tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, en les augmentant de 10%, en permettant en effet une suppression des cotisations patronales que cela pourrait entraîner, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne faut pas pénaliser les TPE, PME, les très petites et moyennes entreprises, qui sont quand même responsables des 3/4 des emplois salariés dans notre pays. Mais j'aimerais quand même préciser pourquoi il est important d'intervenir quand l'État le peut sur les taxes et notamment sur la TVA, contrairement à ce que peut penser M. Valence et le gouvernement d'Emmanuel Macron. Tout simplement parce que même si vous augmentez les salaires, il y a des salaires que eux, vous ne pourrez pas augmenter. Je pense particulièrement aux commerçants et notamment à cet exposant sur le marché de Bruyères que j'ai rencontré hier et qui me disait, vous savez, avec l'augmentation de l'énergie, l'augmentation du carburant, l'augmentation des prix aussi des produits qu'il vend, eh bien, malgré une hausse sur son étal de plus de 20% des produits, eh bien, il a toujours 8% de pertes en termes de bénéfices. C'est compliqué sur les indépendants. Pour les indépendants, c'est compliqué. Sur la fiscalité, bien sûr. C'est évident. Ce qui nous mène à la problématique plus large de l'emploi. Vous avez commencé à en parler, Pierre-Jean Robineau, dans une circonscription qui a effectivement affiché le plus fort taux de chômage de la région pendant longtemps, même si ça s'est un petit peu amélioré maintenant. Alors, il y a des poids lourds, des gros pourvoyeurs d'emploi dans cette circonscription. On pense évidemment à Clairefontaine, à Aiguères, à Rambervillers, Forestier à Numaliance, à Saint-Michel. Rambervillers n'est pas dans la circonscription. Ah, c'est vrai, pardon, autant pour moi. C'est Padoue qui c'est vrai, c'est une entaille dans cette circonscription. Sainte-Hélène aussi, qui est juste à côté de c'est vrai qu'il y a des particularités géographiques, c'est vrai. Forestia et Numaliance à Saint-Michel, là on y est, rassurez-vous, et la plateforme Intermarché à Saint-Dié qui doit prochainement fermer ses portes. Il y a également la question des réindustrialisations en cours. On pense évidemment aux ex-papeteries du Souche à Hanoul avec ce pôle sécurité ou chez Inteva. Mesdames, Messieurs, on va commencer par Caroline Privat-Mattioni. Votre diagnostic, vos solutions, il y a des atouts, je les ai un petit peu égrenés. Il y a des belles entreprises sur cette circonscription, mais il y a un taux de chômage qui reste très élevé.
C'est vrai qu'on a sincèrement, on a des vraies pépites. Hein. Vous en avez cité quelques-unes et il y en a beaucoup d'autres. On ne va pas toutes les citer parce qu'elles sont nombreuses. Ces pépites-là, on ne les accompagne pas assez. Il faut vraiment maintenant qu'on arrive à les accompagner. Alors vous l'avez dit, enfin, pour l'union de la droite et du centre, le travail, c'est le point essentiel, c'est le système vraiment qui permettra de retrouver aussi du pouvoir d'achat. On a une légère amélioration, mais qui ne concerne pas toutes les catégories au niveau du chômage, donc à approfondir évidemment. Et on a une hausse des micro-entreprises. Cette hausse des micro-entreprises, on n'a pas une vision lointaine de ce que ça peut devenir. On sait qu'une micro-entreprise, il n'y en a plus qu'un tiers qui reste au bout de 5 ans. Ça pourrait être une solution pour compléter un emploi, mais c'est vrai que pour vraiment recréer de l'emploi, ce n'est pas ce ne sont pas des gros pourvoyeurs d'emploi. Ce n'est pas des gros pourvoyeurs d'emploi. Donc il faut, premièrement, il faut, je pense, favoriser la formation, mais la plus individualisée possible. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait de la formation de masse et on voit bien que ça ne correspond ni à l'attente de l'entreprise, ni à l'attente des demandeurs d'emploi ou des reconversions. Vous avez parlé d'Inteva, par exemple. Moi, je rappellerai, je saluerai les salariés d'Inteva qui se sont retrouvés sur le carreau grâce à une modification de Emmanuel Macron, qui ne s'est pas passé d'ailleurs à l'Assemblée, et qui permettent à une entreprise de se reprendre lorsqu'elle est en liquidation. Donc ça veut dire que sur les 3 sites, il en a fermé un, la moitié d'un, et ils ont tout rassemblé sur les autres. Ordonnance qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Oui, mais il a quand même laissé faire. Donc, je veux dire que ça a quand même fait des dégâts. Oui, c'est juste pour préciser qu'elle n'est plus d'actualité. 220 salariés sur le carreau, sur un bassin déodacien, ça fait mal, quoi. Donc, on a aussi, il faut absolument que l'on favorise la réindustrialisation et la relocalisation dans notre secteur. Alors quand on dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour relocalisation? Tout le monde est content, enfin, oui. Tout le monde espère voir ça. Comment est-ce qu'on fait pour attirer de nouvelles entreprises, petites, moyennes ou grandes, pour s'installer sur ce territoire? Alors moi je dirais même plutôt pas obligatoirement de très grandes entreprises. Le gros inconvénient quand vous installez de très grandes entreprises, c'est que quand elles ferment, ça fait encore plus de monde d'un coup à reclasser ou à former. Donc, vaut mieux qu'on se base et qu'on aide. Un tissu de moyennes et de petites entreprises. Il y a différentes façons de le faire. On a des possibilités, des zones artisanales qui sont disponibles où tout y est. Donc, il faut en faire la promotion. Il faut inciter ces entreprises à revenir. Par rapport à cette crise sanitaire que l'on a vécue, je pense que les mentalités changent un peu et j'espère que ça durera, pas comme d'autres endroits où vraiment on a voulu soutenir et qu'on a laissé tomber juste par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a cette mentalité qui change un peu, cette culture du local qui revient. Donc moi, j'y crois beaucoup et je pense que vraiment, on arrive à ça. Et il faut évidemment qu'au niveau européen, on se mette d'accord pour ne pas taxer plus nos entreprises que quand elles sont dans d'autres pays. Pierre-Jean Robineau, sur votre circonscription comme ailleurs, on parle beaucoup effectivement, et c'est une réalité, d'un paradoxe, c'est-à-dire que pénurie de personnel et du monde au chômage. Comment est-ce qu'on fait pour réadapter et remettre en phase l'offre et la demande? C'est un des grands enjeux des semaines, des mois qui viennent. Oui, alors, tout d'abord... Vous avez des employeurs sur votre circo, en clair, qui cherchent du personnel et des gens qui sont au chômage dans le même temps. La première chose, je voudrais revenir un tout petit peu, effectivement, sur les installations d'entreprise. Je suis seul chef d'entreprise sur le plateau. Non. Vous êtes chef d'entreprise aussi? Je ne savais pas. Bon. Il fallait écouter la présentation, je l'ai précisé. Voilà. Bon, moi, je travaille avec des chefs d'entreprise toute la journée. Il faut se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise. Qu'est-ce qui le motive à s'installer? Bien sûr, il y a la logique commerciale. Ça, c'est la première des choses. La logique commerciale, donc une logique souvent géographique. Est-ce que les produits que je fabrique sur place vont pouvoir être acheminés chez mes clients facilement? C'est un peu le problème d'Intermarché, par exemple, qui change sa base d'endroit parce qu'elle est plus rentable là où elle est. Deuxièmement, c'est la qualité du personnel. Ça, on a la qualité du personnel. Et unanimement salué, ça, voilà. Par tous les employeurs qui viennent s'installer chez nous. La qualité du savoir-faire vosgien est reconnue. Exactement. Et donc, pour ça, on n'a aucun problème. Donc, le troisième levier, c'est effectivement l'aide que pourrait
obtenir cette entreprise et la fiscalité, c'est tout, c'est la fiscalité. On peut jouer sur la fiscalité. Je pense qu'il faut Vous demandez vraiment une fiscalité différenciée? différente dans les milieux ruraux et dans les grandes agglomérations. Surtout à cause du fait de la différence qu'on a. Donc pour être clair, aller vers des zones franches. Des voies de transport, tout simplement. Si vous êtes producteur et que vous n'avez pas les trains, vous n'avez pas les autoroutes pour recevoir, vous êtes d'office impacté. Donc à ce moment-là, on peut éventuellement pallier à ça par la fiscalité. Et ensuite, vous posez une vraie question, et j'y ai été confronté très 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 souvent, c'est en fait la recherche du personnel. Pourquoi aujourd'hui les entreprises sont en recherche du personnel, le taux de chômage ne baisse pas beaucoup, il baisse heureusement, mais pas dans la même proportion, tout simplement parce que les entreprises recherchent de plus en plus de personnel qualifié, et notre personnel n'est pas toujours assez qualifié. Et il y a aussi donc ça bien sûr, c'est la formation, mais on ne pourra pas d'un coup de baguette magique refaire de la formation, c'est-à-dire que ça va durer. Mais par contre, une autre chose, c'est que le travail n'est pas récompensé. Toujours la même chose, le travail n'est pas récompensé, c'est-à-dire que certaines personnes, il faut revaloriser le travail. Certaines personnes gagnent autant aujourd'hui, ou presque, je dirais, à se contenter, parce qu'on n'aura pas appris tout simplement des minima sociaux. Des minima sociaux. La différence n'est pas assez nette entre bien entendu, c'est toute l'importance. Et alors surtout dans des, moi je pense à la vallée du Rabodeau, où le taux de chômage est très très important, et des gens aujourd'hui, même si on installe des usines, des commerçants, vous avez raison, je pense qu'un maillage de petites entreprises est beaucoup plus intelligent que de faire venir, alors sur le coup justement de défiscalisation des grosses entreprises finalement qui n'ont pas beaucoup besoin de ça. Et je crois moi à la PME. Mais alors justement, le truc c'est ça. En fait, c'est aujourd'hui, redonnons le goût au travail. Alors ça, c'est vraiment un travail de fond, mais redonnons le goût au travail par l'argent, parce que il faut faire comprendre aux gens donc, si qu'en travaillant... Ça veut dire que clairement vous estimez, il faut mettre les pieds dans le plat, et beaucoup l'ont constaté après cette période Covid, que beaucoup de gens qui sont en situation de rechercher du travail hésitent beaucoup parce que, voilà, effectivement, il y a cet écart qui n'est pas assez important entre ces minima. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires, donc on a perdu le goût du travail. Diminuer les allocations? Je pense qu'effectivement, cet écart soit plus important. Je pense que les allocations doivent être un peu mieux ciblées. Je veux dire un peu mieux ciblées. Et regardez, on va accentuer ce problème, parce que celui qui reste à la maison, entre parenthèses, finalement, quand il faut qu'il s'achète une voiture au prix du gasoil, quand il a fait ça, quand il a fait garder ses enfants, finalement, il va gagner moins qu'à rester à la maison. On a tous autour de nous des cas très précis de personnes qui gagneront moins d'argent à aller travailler. C'est ça qu'il faut cesser. Gaëtan Dussaucet, cette idée, clairement que le RSA, d'ailleurs le gouvernement l'a prévu maintenant, c'est-à-dire qu'il y aura une compensation au RSA, c'est-à-dire qu'il faut donner à la collectivité parce que la collectivité aide les plus démunis. Est-ce qu'on a perdu le goût du travail, comme vient de le dire Pierre-Jean Robineau? Est-ce que c'est une partie de la question aujourd'hui? Qu'il y a un problème là-dessus, d'accord. Mais par contre, la solution du gouvernement qui consiste en fait à créer non pas des emplois pérennes, stables, suffisamment rémunérés, mais à créer quasiment du sous-emploi, payé à 8 € de l'heure, un peu comme il existait d'ailleurs les boulots en Allemagne à 1 € de l'heure, etc., qui n'est pas rémunéré suffisamment pour pouvoir en vivre décemment. Évidemment, moi, ça me pose un problème, parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Encore une fois, on l'a dit, s'il y a de la pauvreté, c'est parce que le travail ne rémunère pas assez, ne permet pas de gagner suffisamment. Donc, il y a une augmentation des salaires à faire, c'est ce que nous voulons faire. Où sont les leviers? Qui va payer? Sur les 3 fois, mais c'est à l'État de payer. Vous savez, Emmanuel Macron, il nous a appris et il nous a montré quelque chose que nous disions depuis très longtemps, c'est qu'en effet, quand il y a eu la crise Covid, eh bien, il a fallu à un moment donné que l'État paye, que l'État mette l'argent qu'il faut pour aider les gens. C'était le quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte Emmanuel Macron. Juste après, il a négocié un plan de relance au niveau européen. S'il vous plaît. Oui, parce que parfois les directions ne sont pas bonnes, et je vais vous en donner un exemple. Par exemple, sur le plan de relance qu'il est ensuite allé négocier avec Angela Merkel à l'époque et les commissaires européens à Bruxelles. Eh bien, voyez-vous, il y a un problème. C'est qu'il s'est réjoui, il s'est auto-félicité d'ailleurs d'avoir réussi à avoir 40 milliards d'euros, qui étaient d'ailleurs payés par le contribuable français, mais en plan de relance à destination de la France. Sur ces 40 milliards, seul 1 milliard... Pardon, vous devez désactiver le mode... Pardon, excusez-moi. Sur ces 40 milliards d'euros du plan de relance qui a été décidé, il y a seulement 1 milliard qui est consacré
consacré à la réindustrialisation et à la relocalisation. Alors moi, je me réjouis que cette crise Covid a appris à tous qu'il fallait en effet qu'on soit moins dépendant vis-à-vis des puissances étrangères, des économies étrangères, de l'énergie étrangère, d'un certain nombre de matériel aussi que l'on fait à l'étranger. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire nous-mêmes, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et c'est des arbitrages budgétaires à faire. Donc on a quand même l'impression que vous étiez contre le quoi qu'il en coûte, mais qu'aujourd'hui, vous êtes pour le quoi qu'il en coûte. Non, nous avons soutenu, lorsqu'il le fallait, notamment le chômage partiel à 80%, nous l'avons voté à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une urgence. Mais après, nous avons, nous aussi, refusé un certain nombre de dispositifs. Parce que d'un côté, oui, il y avait le quoi qu'il en coûte, mais pourquoi il y avait un quoi qu'il en coûte? Parce qu'il a obligé un certain nombre de commerces, estimés comme non essentiels, selon des critères complètement opaques, de rester fermés et de ne pas pouvoir exercer leur activité. Moi, ce que je veux, c'est que les Français qui travaillent puissent gagner suffisamment, puissent gagner convenablement leur vie et qu'ils ne soient pas obligés de vivre finalement avec seulement de subventions ou avec des minima sociaux. Il faut que le travail paye, mais pour ça, c'est des arbitrages budgétaires qu'il faut décider. Nous en avons un certain nombre. Nous préférons faire des économies, par exemple, sur la contribution au budget européen. On perd 9 milliards chaque année. Par exemple, sur l'immigration. Par exemple, sur les soins gratuits que l'on réserve aux clandestins pour réinjecter finalement cet argent auprès des très petites et moyennes entreprises et auprès des Français qui travaillent, évidemment. David Valence, sur cet aspect-là, comment est-ce qu'on finance tout cela, sachant qu'on sent qu'effectivement, il va falloir que l'État remette un peu la main au portefeuille et continue à le faire d'ailleurs, hein. Oui, alors je crois qu'il faut avoir des réponses qui soient adaptées à notre territoire. La première des choses qu'il faut faire pour aujourd'hui améliorer la situation de l'emploi sur notre territoire, c'est développer l'offre de formation sur le territoire. Parce que, on le sait, l'une des caractéristiques des Vosgiens, et singulièrement des Hauts-Dacie ou dans le Piémont vosgien, c'est leur faible mobilité. Ils sont très attachés à leur territoire, les moyens sont souvent limités et se déplacer, ça coûte cher. Donc plus on maintiendra une offre de formation forte en proximité, plus on la développera, plus on aura un retour à l'emploi ou une entrée dans l'emploi. Donc il faut proposer de l'emploi ultra-local. C'est comme on l'a fait par exemple en accompagnant avec la région qui a financé à 50% la construction d'un nouveau centre de formation des apprentis de l'industrie à Saint-Dié-des-Vosges pour pouvoir doubler, voire tripler le nombre d'apprentis de l'industrie qui seront formés chaque année par rapport au site actuel. Il y aura déménagement de Sainte-Marguerite à Saint-Dié. Oui, mais tout simplement pour pouvoir former plus de monde parce que les locaux actuels sont exigus. Deuxième, toujours dans cette formation, donc accompagner les efforts de l'IUT, accompagner les efforts des lycées pour développer des offres de formation supplémentaires. On a aujourd'hui à peu près 1000 étudiants qui sont formés sur notre bassin d'emploi. C'est trop peu. Et donc, il faut vraiment structurer cela, accompagner et aller chercher auprès du rectorat, auprès de la région, des formations supplémentaires. Deuxième élément, je crois qu'il faut créer des incitations au retour au travail et puis surtout des incitations au maintien dans l'activité. Je suis le candidat sur ce plateau qui défend l'idée qu'en échange du versement du RSA, on puisse demander de 10 à 15 heures d'insertion, de formation ou de travail sous une forme qui restera à déterminer. Parce que c'est tout simplement l'intérêt de ceux qui perçoivent ces minima sociaux que de rester dans une dynamique d'activité. Parce que quand on perd l'habitude parfois d'aller travailler à des horaires contraints, d'interagir avec des salariés autres que soi, eh bien on perd confiance en soi et on décroche. Troisième élément qui me paraît très important, il faut accompagner le développement endogène. Aujourd'hui, on a des entreprises, on peut s'en réjouir. C'est vrai de Lucar, de Bébé Distrib à Laval-sur-Vologne, c'est vrai de Vesroc à Saulcy-sur-Meurthe, c'est vrai de Lemaire à Mousset à la Petite-Raon, qui investissent. Et donc, il faut les accompagner. Et puis, le quatrième élément, très important, c'est d'avoir une politique d'attractivité du territoire, de communiquer en termes de marketing territorial sur nos chances. Nous sommes bien desservis et par la route et par le train. Quand vous entendez bien, des Hauts-Daciennes spécifiquement, parce qu'on sait que le département... Pour tout le territoire, moi je suis originaire du secteur de Bruyères, je suis d'ailleurs le seul sur ce plateau, avec Pierre-Jean Robineau, et donc il faut aussi penser à ce secteur-là qui a perdu beaucoup d'emplois. Donc moi je dis simplement... Donc la marque La Vie en Vosges ne suffit pas, il faut... Ce marketing territorial, il porte ses fruits. Quand je vois l'entreprise Orest qui s'installe à Saint-Dié-des-Vosges, qui a déjà créé une 60aine d'emplois dans le secteur de la joaillerie, où il y avait déjà une entreprise installée à Saint-Dié-des-Vosges depuis plusieurs années, une entreprise qui aura 200 salariés à la fin de l'année, je me dis que le rôle d'un élu, d'un député ou d'un élu local, ça n'est pas de parler en permanence du verre à moitié vide dans le reste de la France. On a eu beaucoup de débats nationaux là, depuis le début sur ce plateau, mais de parler du verre à moitié plein et d'essayer de remplir l'autre moitié avec des solutions concrètes et adaptées à notre territoire. Charlotte, juste réagir, allez-y. Au niveau du RSA. Le RSA est une compétence, les bénéficiaires du RSA est une compétence au niveau du conseil départemental. Et nous n'avons pas attendu qu'Emmanuel Macron nous dise qu'il faut remettre
entre guillemets, les bénéficiaires du RSA au travail. Mais on ne le fait pas de la même façon. C'est-à-dire que nous sommes très proches de ces bénéficiaires du RSA puisque nous les suivons tous les jours. Et c'est pas obligatoirement, alors il y en a, hein, on va pas se leurrer, mais c'est pas obligatoirement des personnes qui sont feignants et qui restent chez eux. C'est des personnes qui peuvent avoir eu des accidents de la vie. C'est aussi des personnes qui peuvent être vraiment limites et ne peuvent pas accéder à un travail. Donc nous, on leur propose une activité pour qu'ils justement ressortent un petit peu de ce milieu dont ils peuvent rester tout au long de l'année et tous les jours. C'est à la carte, hein, c'est ça, hein, c'est à la carte. Alors, en fonction des... C'est vraiment, c'est à la carte parce que ça fait pas très longtemps qu'on a pu avoir cette autorisation-là. Ça fait longtemps qu'on demande à pouvoir le faire et nous n'avons pas eu cette autorisation-là. Donc on est en train de le développer. Mais c'est déjà commencé depuis l'année dernière. Donc heureusement que nous avons des élus que je viens de faire. Je viens de préciser que c'était pas du travail puisque si ces personnes pouvaient travailler, je pense qu'elles le feraient. Je pense que plutôt on est tous d'accord. Plus. Alors si je pourrais finir, personne n'a jeté la pierre à personne. Mais simplement, il y a une mesure dont vous venez de dire qu'elle correspond à ce que fait le département des Vosges, et c'est sans doute très bien. Eh bien, il faut avoir le courage de la soutenir. Moi, je suis très frappé. Il y a un endroit où depuis le début de ce débat, par le fait que tout le monde cite en permanence le président de la République pour s'opposer à lui. Moi, je dis aux personnes qui sont sur le plateau, Madame Moreau est très en retard, donc elle va prendre la parole dans quelques instants, je leur dis, faites des propositions, arrêtez de parler contre quelqu'un, parlez de ce que vous défendez. Alors je préfère justement la proposition, puisque nous l'avons fait et nous n'avons pas attendu une proposition. Lorsqu'il y a des choses à faire, nous n'attendons pas, nous le faisons. Et c'est en toute responsabilité que l'on fait. Et il faut bien faire la différence entre activité et travail. Ça veut dire que ça va aussi être des personnes qui vont accompagner le milieu associatif, qui ont tant besoin d'être accompagnés au niveau du bénévolat, puisqu'on voit bien qu'il y a une baisse du bénévolat. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Charlotte Moreau, on vous a vu réagir, et pas de manière positive là-dessus, évidemment. Dites-nous. Non, bien sûr que je ne peux pas réagir positivement quand on me dit que quelqu'un au RSA doit aller travailler parce que les gens au RSA ne font rien. Ou être en formation, en insertion. Oui, mais bon, quand même, il faut vous rendre compte que, par exemple, moi j'ai été au RSA. Quand j'étais au RSA, j'étais entrepreneuse. Le quoi qu'il en coûte, j'en ai pas profité parce que moi j'ai ouvert mon entreprise juste avant le Covid. J'ai dû fermer. J'étais au RSA, j'ai dû payer mes charges. Voilà, moi, heureusement qu'il y avait quelques sous pour pouvoir surnager. Donc, qu'on comprenne que... comme l'a dit Caroline Privat-Massonnier, et que je trouve que c'est très pertinent. Moi, je traîne beaucoup dans des milieux associatifs où il manque de bénévoles. Déjà parce qu'on a fait peur aux gens avec le Covid, mais aussi parce que les gens, en fait, ont déjà... je ne sais plus où je voulais en venir. Bon, bref. Alors, sur les associations, on va juste rappeler 8500 associations dans les Vosges. Je crois que c'est quelque chose comme ça, 67 à 70 000 bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème sur l'associatif aujourd'hui. En fait, il y a tellement eu de choses à dire et à répondre qu'en fait, c'est... Voilà. Par exemple, pour le RSA, moi qui suis à mi-temps, je touche à peine plus que le RSA parce que, en fait, mes allocations ont baissé. Et en fait, on se rend compte que pour aller s'engager dans l'associatif, il faut beaucoup de temps. Parce que quand on veut organiser un événement le week-end pour son village, il faut être disponible vendredi et il faut être disponible lundi. Donc en fait, on ne peut pas dire aux gens, vous allez travailler en plus que donner du temps bénévolement. Ensuite, moi, une autre chose par rapport au travail, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas aller travailler parce que les conditions de travail qu'on leur propose sont indécentes. Clairement, autant maintenant que ce soit dans le public que dans le privé, avec des salaires qui sont au ras des minima et en plus avec des conditions de travail où on maltraite les personnes. Je pense à l'hôpital public, je pense aux enseignants, mais voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près le temps de parler aussi d'autres choses. Hein, allez-y. Ouais, tout ça s'équilibrera à la fin. Voilà. Nous, ce qu'on propose, en fait, nous, ce qu'on propose par rapport... oui, mais bon, autant qu'on reste sur le thème, comme ça, je suis dedans. Et nous, ce qu'on propose, en fait, c'est la transition écologique, qui va aussi créer beaucoup d'emplois. Parce qu'en fait... Vous parlez d'au moins 1 millier d'emplois. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a besoin de nouveaux emplois, par exemple,
dans l'agriculture. On a besoin d'une agriculture qui est vivrière, qui nourrit les personnes. Et pour ça, il y a besoin de personnes qui vont travailler dans les champs, qui vont... Enfin voilà, c'est quand même... si on fait des légumes, c'est pas comme avec les grandes machines dans des champs de blé où on passe et c'est fini. Là, il faut sarcler, il faut récolter. Ça prend du temps et ça crée de l'emploi, par exemple. Ensuite... autre chose que je voulais dire, c'était que par rapport à cette bifurcation écologique, il y a aussi un grand besoin de formation. Autant pour les patrons que les employés. Quand je suis allée à l'UDP, ils ont dit que toutes les politiques, pour l'instant, au niveau des besoins de transition écologique, avaient été faites en dépit du bon sens. Par exemple, pour ce qui est de l'isolation à 1 euro, le président de la CAPEB me dit « Oui, alors, on nous a balancé ça d'un coup, et nous, en fait, on n'a pas le temps de s'adapter parce que en fait, on manque de formation, on n'a pas le matériel et du coup, ça revient à des entreprises de l'étranger qui viennent et qui, elles, ne payent pas de taxes. Donc, en fait, il faudrait tous ce genre de choses qui sont mises en place. Elles peuvent aussi créer de l'emploi parce qu'il faut du contrôle. Il faut aussi du contrôle au niveau public sur ce genre de nouvelles propositions. Ok. Alors, je vous demande de faire un petit peu attention effectivement au temps de parole des uns et des autres. Vous l'avez évoqué, vous avez fait la transition toute seule comme une grande. On va évoquer donc la problématique du transport et plus généralement de la transition écologique. Je vous propose de partir évidemment de la réouverture en fin d'année, qui était marquante en fin d'année dernière, de la ligne ferroviaire Épinal-Saint-Dié pour étayer les débats. David Valence, sur les transports, c'est votre portefeuille à la région, ça n'a échappé à personne. Cette ligne Épinal-Strasbourg a ouvert donc pour un coût de travaux de 21 millions d'euros, 60% à la charge de la région, c'est à peu près ces chiffres-là. On parle évidemment de la réouverture aussi, même si ce n'est pas dans votre circo, là je l'ai bien compris, entre Nancy et MRL, la ligne 14 en 2025. On croit donc de nouveau en ces petites lignes, synonymes de désenclavement et d'attractivité, même si l'affluence n'est pas toujours au rendez-vous. On s'aperçoit que cette réouverture, on savait que ça prendrait du temps et c'est de fait, on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut y aller quand même? Et puis, question adjacente, l'ouverture à la concurrence et au privé, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est aussi une voie d'avenir? Pour agir pour la transition écologique, il y a plusieurs leviers. L'un des leviers, ce sont les transports. Vous en avez parlé, parce que les transports, c'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe. Et donc, agir pour développer le transport public, y compris en ruralité. Moi, je me suis battu pour faire revenir, avec Daniel Gremier, le train à Bruyères. Je me battrai, et je me suis déjà battu aussi pour faire revenir le train en arrêt à Saint-Léonard et à Decelles-Chauny-Ménil, ce qui est prévu par la région. Quand et donc, en 2025, au moment où les travaux pourront intervenir dans une seconde phase et permettront de réaccélérer le train. On va rappeler qu'aujourd'hui, il y a 2 arrêts. Donc, c'est ça, donc sur se cette battre, ligne. oui, Arches et Bruyères. Et donc, se battre pour faire revenir le train ou pour le développer en zone rurale, c'est une priorité. Se battre pour développer le fret ferroviaire et le fret fluvial, c'est aussi un moyen de décarboner aujourd'hui les transports. Le deuxième levier très important pour la transition écologique, c'est le logement. Il faut agir pour qu'on puisse mieux accompagner l'isolation des logements. Ça sera le cas en l'étape à Fraisse-Plainfin et à Bruyères grâce au programme Petite Ville de demain, puisqu'il va y avoir des opérations programmées de rénovation de l'habitat qui vont être décidées par les communes dans ces territoires. Et puis, les 2 autres leviers, c'est l'énergie. Il faut qu'on ait un mix énergétique où le nucléaire soit développé. Le président de la République a fait des grandes annonces à cet égard, mais il ne faut pas que ce soit contradictoire avec, ça doit pouvoir se combiner avec le développement des énergies renouvelables. Et je pense notamment au solaire, parce qu'il y a un gros potentiel dans notre territoire avec les panneaux solaires d'aujourd'hui, et les agriculteurs, comme d'ailleurs les particuliers, l'ont bien compris. Et puis, la transition écologique, c'est aussi préserver mieux les espaces naturels et préserver les terres agricoles, parce qu'une agriculture qui permet à l'Europe de manger elle-même ce qu'elle produit, une agriculture où on travaille en circuit court, c'est une agriculture utile. Et à cet égard, en matière d'urbanisme, il faut arrêter la consommation des terres agricoles par l'urbanisation excessive, en particulier dans un département comme les Vosges, qui perd des habitants ou qui est à la stabilité démographique. Gaëtan Dussaucet, pour vous, on ne fait pas assez. Cette problématique du transport, du train, vous souhaitez vraiment qu'elle se développe un petit peu partout. Le retour des petites lignes, c'est un des chevaux de bataille du Rassemblement national. Et de Marine Le Pen, tout à fait, vous avez raison de le préciser. Ce que nous ne pensons pas, nous ne partageons pas la philosophie d'ailleurs macronienne, qui consiste à croire que les services publics ne doivent poursuivre
poursuivre qu'un seul objectif, c'est celui de la rentabilité. Nous, on pense au contraire que les services publics permettent d'assurer un certain nombre d'égalités entre les citoyens sur tous les territoires, y compris les territoires les plus désenclavés et les plus ruraux, comme notre département des Vosges, et qui permet d'accéder à un certain nombre de droits, le droit à la santé, le droit à l'école et à l'éducation, le droit à l'accès à la culture, le droit à l'accès à l'emploi, etc., mais aussi à la sécurité. Donc il faut que l'État investissent ce qu'il faut pour maintenir au maximum Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus des services de proximité. typiquement dans cette deuxième circonscription? Voulez, parce qu'il faut quand même parler de quelques enjeux qui sont aussi nationaux, parce qu'on peut parler évidemment de dossiers qui sont évidemment importants et qui ont évidemment été parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, soutenus la plupart du temps pas par le gouvernement, mais plutôt par... Sur le retour du train à Bruyères, le gouvernement a fait avec la région. Et malgré le vote des élus Rassemblement National. La plupart du temps, c'est les collectivités locales qui, elles, sont justement plus audibles vis-à-vis des préoccupations de leurs concitoyens, parce qu'ils ont plus de proximité avec, qui essayent de se donner les moyens pour essayer de conserver ces services publics. Mais par exemple, quand on parlait de l'ouverture à la concurrence, moi j'ai retrouvé une interview de M. Valence dans laquelle il se réjouissait du fait que l'ouverture à la concurrence allait permettre d'aller s'alimenter notamment sur les trains allemands en économisant du coup un ferroviaire qui serait 30% moins cher. Moi, si vous voulez, mon objectif en tant que député français, futur député français, c'est pas de faire travailler les Allemands. On parlait de l'emploi juste avant. C'est de faire travailler les usines françaises. C'est de faire travailler les ouvriers français. Et c'est pour ça que je pense que là-dessus, il y aurait par exemple de la part du gouvernement et de la part du Parlement de l'Assemblée nationale, eh bien cette attention d'aller renégocier un certain nombre de traités, notamment au niveau européen, qui ne va pas dans le bon sens et qui sacrifie des territoires, qui sacrifie des emplois, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut intervenir là-dessus. Ensuite, il faut évidemment, et permettez-moi, puisqu'on parlait du mix énergétique entre les énergies renouvelables et les énergies nucléaires, désolé, mais là aussi, Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur. Il a commencé un mandat en disant qu'il fallait tout miser sur le renouvelable, les éoliennes offshore, les panneaux solaires, etc., et qu'il fallait même continuer dans la poursuite de la fermeture de Fessenheim, pour finalement arriver en fin de mandat, changer complètement, aller sur un autre volet en disant maintenant tout pour le nucléaire. La question énergétique est trop importante, parce qu'il y a un coût social, il y a un coût en termes de dépendance vis-à-vis d'autres pays, et donc d'indépendance pour la nation. Il y a une question de souveraineté, il y a une question d'écologie. On ne peut pas changer comme une girouette, comme Emmanuel Macron l'a fait sur ce sujet. Nous pensons qu'il faut évidemment tout miser sur le nucléaire. Nous n'en avons pas actuellement dans la deuxième circonscription, mais évidemment, étant des futurs députés de la nation, il faudra qu'on investisse et qu'on donne les directions du budget pour encourager le nucléaire, qui est une énergie, je le rappelle, décarbonée et très peu chère pour les Français. Sachant qu'il y a des problèmes actuellement sur les corrosions de tuyauterie, il y a une partie des réacteurs. Parce que malheureusement, et là, les déchets, vous avez parfaitement raison de le signaler. Vous avez parfaitement raison de le signaler. C'est parce que sous pression justement des élus d'Europe Écologie Les Verts, eh bien les gouvernements successifs n'ont pas eu le courage qu'avait eu le général de Gaulle en misant justement sur l'énergie nucléaire, eh bien de miser sur l'investissement, sur la recherche, sur le développement. Nous avons pris énormément de retard. Emmanuel Macron a aussi contribué à ce retard. Il est temps qu'on change justement de direction. Charlotte Moreau, réaction par rapport à ça. Et donc, évidemment que... Alors chez vous, on le sait, oui, les communistes ont ce goût pour l'atome que les autres composantes de la NUPES n'ont pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est ça qui fait aussi, moi je pense, le côté historique de ce regroupement de la gauche, c'est qu'on a su mettre certains égos de côté par rapport à certains thèmes comme le nucléaire qui est très 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 important pour aller dans une direction pour les Français, pour les Vosgiens, mais pour les Français en général, parce que quand on est député, on agit pour les Français, on vote les lois, pas que pour les Vosgiens. Voilà, Monsieur Valence parle beaucoup du territoire vosgien, il le connaît très bien, moi aussi, je le connais très bien, mais à ma manière, et il connaît sûrement plein de choses que je ne connais pas. Et du coup, moi, quand j'entends, par exemple, une collègue de Monsieur Dussaucet qui dit « Oui, les éoliennes, ça embête les riverains », mais vous croyez que les déchets nucléaires, ça embête pas les riverains de Bure ? Mais il y a totalement la possibilité de voir sur des autres modes de recyclage. Il faut juste qu'on fasse des modes de recyclage en allant enterrer en pleine mer. Les palmes d'éoliennes, vous voulez parler en termes d'enterrement et les 1000 litres de béton dans le sol. Oui, non, mais après, moi, je suis aussi pour qu'il y ait de la recherche. Voilà, je suis pas non plus pour le 100% éolien. Voilà. Ensuite, nous, on a quand même dans notre programme une notion qui est hyper importante, qui est la règle verte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en une année, on arrive pendant l'été, on a déjà épuisé les ressources au mois d'août, maintenant c'est qui pourraient être plutôt au mois de juillet. Ouais. Voilà, c'est ça. Et
et c'est en pas très longtemps, enfin moi j'ai encore souvenir que c'était en août, il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant c'est au mois de juillet, et donc on veut instaurer cette règle verte dans toutes les lois qui vont être votées. La règle verte, c'est le principe qu'on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut nous donner. Et ça vaut aussi par exemple pour l'eau. L'eau, on ne prend pas plus que, par exemple, à Vittel, voilà, ou alors dans nos territoires, les entreprises ne pourront pas prendre plus dans les nappes phréatiques que ce qu'elles peuvent renouveler. Voilà, la question de l'eau, par exemple, c'est aussi un gros souci au niveau du nucléaire. Si on mise 100% sur le nucléaire, clairement, là, comme vous disiez, David Henry, au niveau de tout ce qui est tuyauterie, au niveau de la température de l'eau, au niveau de la quantité d'eau, c'est un gros, voilà, ça peut être un gros danger. 4 hommes sur votre territoire par il n'y a pas si longtemps que ça, il a failli avoir une catastrophe. Heureusement qu'il y avait un ingénieur, voilà, qui était sur place et qui a fait très bien son travail. Ensuite. Sur l'éolienne, tiens, il y a quand même un débat qui est apparu. Hein, c'est cette fameuse éolienne citoyenne présentée comme modèle par tout le monde et qui aujourd'hui pose problème. C'est ces éoliennes de Bellefeuille et de la Grande Fosse. Votre position à vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'éolien. Voilà, autant vous me parlerez de l'hôpital, de l'éducation. Voilà, moi, je veux voilà, que ça... Et sûrement que voilà, quand je serai dans un groupe, si je suis élue et que je suis dans un groupe parlementaire, il y aura des gens bien plus qualifiés que moi pour parler et voilà, qui sauront m'expliquer, me convaincre ou pas de leur position. Mais je ne vais pas dire des bêtises parce que c'est pas mon terrain de prédilection. Pierre-Jean Robineau, les transports, le retour du train et puis plus généralement toute cette transition écologique. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués. Le premier, quand on pense écologie, on pense toujours tout de suite transport. Et c'est pas faux, parce que, comme le disait M. Valence, c'est quand même, la production de CO2 se fait surtout par les transports. Donc, aujourd'hui, on a effectivement un besoin certain, et surtout avec l'augmentation de l'énergie, d'une desserte locale par le train. C'est évident. Je vais une fois par semaine à Paris. Avant, les wagons étaient vides. Aujourd'hui, il y a une demande parce que le train est devenu, au-delà de l'idée écologique du train, est devenu rentable pour l'utilisateur. Donc ça, c'est une chose. Par contre, l'utilisateur qui a un peu de mal à reprendre le train quand même. Hein. Sur les petites lignes, on s'aperçoit que ça ne se fait pas tout seul. Hein. Oui, parce alors, il y a peut-être une question de cadencement, de prix, même si la région essaye effectivement de multiplier les offres intéressantes. C'est une perte de liberté. La voiture, vous savez que c'est la liberté, puisque tu décolles à l'heure que tu veux, tu arrives à l'heure que tu veux. Les trains, tu es quand même tenu. Oui, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux au volant. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux au volant. Et c'est pour ça que je prends le train, parce que ça me permet de travailler autrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par contre, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Alors, c'est au niveau national, mais c'est du ferroutage. Ça fait longtemps que l'idée est sur le bord de la table, mais c'est pour les camions en transit. Parce que énormément de camions sont en transit. C'est-à-dire, je pense aux Espagnols qui remontent sur la Hollande, les Allemands qui descendent en Italie ou en Espagne. Ce sont des gens, finalement, qui utilisent nos routes, qui consomment beaucoup de CO2. Je pense que, sincèrement, le ferroutage, comme le font les Suisses, que dans certains endroits, serait vraiment une solution écologiste. On entend ça depuis 30 ans, hein, Pierre-Jean Robineau, mais personne, on ne voit rien on dire. l'entend, mais aucun le gouvernement... problème, c'est que quand on fait des nouvelles lignes de train, on ne les adapte même pas aux fret. Aucun gouvernement n'a fait les efforts. Et ça, je pense. Alors, j'espère que M. Macron le fera. Comme je dis, vous savez, je serai, une fois député, je ne serai pas la main sur la couture d'un parti politique. Et quand une idée est bonne, je pense qu'il faut la suivre. Et je pense qu'il faut inciter le gouvernement, parce que maintenant, on a un gouvernement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est M. Macron qui sera au gouvernement aux manettes pendant 5 ans. Donc, je pense qu'il faut inciter. J'espère que M. Valence, qui est un spécialiste du transport, va inciter sur ce ferroutage. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu sur ce sujet. Mais, et puis, à côté de ça, donc, pour aller plus très vite, on a le problème de l'éolien, effectivement, et du nucléaire. Alors, on essaie on parle souvent de solutions pauvres, entre parenthèses. On a soit l'éolien, soit le nucléaire, soit le solaire. Mais il y a aussi d'autres solutions. Il y a la biomasse, il y a vraiment... Regardez les Autrichiens, l'hydraulique. Et l'hydrogène qui reste à développer. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une seule solution, miracle. Tout le monde est d'accord là-dessus, un mix énergétique. Voilà, et c'est vraiment un mix énergétique. Mais je crois que... voilà, alors on se focalise sur les éoliennes. Moi, je suis contre l'éolien, tout simplement pourquoi autant
je parle des Vosges, je parle contre l'éolien dans mon département. Tout simplement parce que l'industrie ayant fléchi, on a eu des personnes comme M. Poncelet qui ont incité au tourisme vert dans les Vosges. On a beaucoup de tourisme et une grosse part du revenu du département aujourd'hui est due au tourisme. Grâce au tourisme. Mais on n'a pas d'éoliennes en site vraiment touristique. Pas pour l'instant, mais vous savez, il se voit de très loin. Et aujourd'hui, il y a quand même, j'étais avec un spécialiste hier au téléphone, 19 projets de parcs éoliens sur le département. 19. Pas beaucoup dans la deuxième. Si tout se font, on arrivera à 150, 160 éoliennes. Il y en a 2 sur la circonscription. Mais toutes ces éoliennes sont, je dirais, par rapport à la rentabilité, parce qu'il faudrait qu'on fasse vraiment une étude sur la rentabilité d'éoliennes, parce qu'on a des chiffres qui tombent suivant qu'elles sont d'un promoteur d'éoliennes ou d'un politique qui bien souvent est corrompu dans le coin. Donc les chiffres sont... Si, il faut dire les choses comme elles sont. Certains politiques ont été un petit peu corrompus. Vous savez, la patte du gain a toujours corrompu les meilleurs... les meilleurs. Là, vous pensez à Bellefeuille, c'est ça, le cas spécifique sur... Alors je ne citerai pas de nom. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur Bellefeuille, paraît-il. C'est pas moi qui me ferai juge de ce qui s'est passé à Bellefeuille. Je pense que en ce moment, il y a eu une enquête des procès qui vont couler. Enfin, quoi qu'il en soit... c'est quand même un projet qui a été initié par 2 élus en 2003, Bernard Metz et Jean Vogel, écologistes, auxquels je veux rendre hommage. Moi, j'ai connu la fin de ce projet, puisque je l'ai simplement inauguré après 3 mois de mandat à l'agglomération, mais je l'ai vu cheminer. C'est un projet qui a fédéré sur le territoire et porter des accusations comme celle-là vis-à-vis de collègues maires qui, pour certains, sont encore en activité, comme Brigitte Gamin, c'est quand même assez grave sur le plateau d'une émission de télé. Et c'est le changement de mandature, le changement... Alors, moi, souvent, je déteste ce genre de remarques, puisque je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas dit que c'était l'affaire de Bellefeuille. Je dis que souvent, et on le rencontre sur le territoire des Vosges, on est au courant, beaucoup de gens sont au courant que des malversations sont faites pour pouvoir installer des éoliennes. Donc ça, c'est quand même malsain. Est-ce que l'éolien est rentable ou est-ce qu'il n'est pas rentable? Une chose est sûre, c'est qu'il défigure. Et effectivement, comme disait M. Dussaucé, on n'a aujourd'hui pas de retraitement pour les pales des éoliennes. Si vous allez aujourd'hui au-dessus de Châtel, vous allez voir, je ne sais plus combien il y en a, 6, je crois qu'il y en a 6, mais enfin, il y en a la moitié qui n'ont plus leurs pales. J'aurais dû faire une photo avant de venir. Donc, ces pales ne sont pas recyclables, elles sont enterrées. On a 1000 m3 de béton en dessous d'éoliennes qui sera à la charge du preneur, du concessionnaire. Donc, à un moment donné, je voudrais vraiment connaître... Le coût de la déconstruction aujourd'hui est obligatoirement compris dans le prix de départ. Moi, j'aimerais quand même connaître effectivement l'intérêt dans notre genre de département de mettre de l'éolien, tout simplement. Caroline Prima-Mattioni, je vous demande vraiment de faire vite, ça ne vous concerne pas, hein, Caroline Prima-Mattioni, vous êtes en retard, mais il nous reste un thème important, la santé derrière, donc il faut vraiment qu'on... Moi, l'environnement, je n'y parle pas. Ah si, non, je prenais un petit coup d'avance sur le thème d'après, hein, c'était ça l'histoire. Non, alors sur l'environnement, je ne vais pas redire tout ce qui a déjà été dit maintes et maintes fois. Simplement, je voudrais simplement préciser une chose. Hein. Moi, je suis aussi favorable au développement de l'énergie hydroélectrique. Daniel Gremier a porté un rapport en mois de mai 2021 qui propose une proposition de loi qui inscrirait l'hydroélectrique dans la transition écologique. Sur ce qu'on appelle le petit hydraulique, pour être tout à fait clair. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose à suivre. Donc je voudrais signaler là. Et puis une chose dont on n'a pas parlé, et je suis très surprise, c'est le bois. Nous sommes quand même le département le 3e le plus boisé, et on n'a pas parlé du bois. Donc il faut s'atteler aussi à ce que la filière bois soit accompagnée. En tout cas, moi, je m'y attellerai. Déjà, d'une façon environnementale, c'est une bonne chose, et aussi une relance économique possible. Je ne peux pas faire plus court. Vous allez garder la main, parce qu'on va passer au dernier thème qui va nous occuper dans les minutes qui viennent, c'est-à-dire la santé. Autre thème brûlant, majeur, qui prend même sans doute même l'ascendant, entre guillemets, sur le pouvoir d'achat, notamment en termes d'attractivité. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les dernières enquêtes d'opinion, les gens qui veulent changer de territoire s'intéressent en premier lieu à cet aspect-là, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est sur tel ou tel territoire, en termes d'offres, est-ce que les hôpitaux sont bien, etc. Caroline Prima-Mattioni, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, c'est-à-dire du personnel hospitalier en souffrance, qui n'est pas assez nombreux, et puis un numerus clausus qui s'est arrêté, mais on va mettre beaucoup de temps à former les gens. Comment est-ce que dans l'urgence, sur notre territoire, on peut passer le cap? Alors, en fait, il faut savoir quelle santé on veut.
C'est la première priorité. On a applaudi les personnels soignants pendant la crise sanitaire. Et c'est vrai que moi, j'en vois pas spécialement les conséquences. On a eu le plan Ségur, mais qui a revalorisé certains salaires, mais on arrive de loin. On est bien plus bas que nos pays voisins qui sont en moyenne à 300 € de plus. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Par rapport au numerus clausus, il fallait l'enlever. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de l'avoir retiré. Mais si on ne met pas les moyens financiers pour former au niveau des universités et des hôpitaux les médecins, ça ne sert pas à grand-chose. On ne forme pas beaucoup plus de médecins. Donc déjà, ça nous prend 10 ans. Mais en plus, alors il fallait le faire, hein, parce que sinon on recule toujours. Hein, mais ça prend 10 ans. Et en plus, là, pour l'instant, ce n'est que des effets d'annonce. On n'aura pas beaucoup plus de médecins par la suite, puisqu'on n'a pas mis les moyens dans les universités et dans les hôpitaux. Tout le monde est d'accord sur ce constat. Comment est-ce qu'on passe le cap ? Non, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le constat, puisqu'on nous dit à l'heure actuelle que le numerus clausus fait qu'on aura des médecins supplémentaires dans 10 ans. Donc c'est pas tout à fait ça. Donc il faut déjà mettre les moyens pour les formations. Et ça, en effet, ce sera dans 10 ans. Là, actuellement, on a des jeunes médecins qui sortent, et comme beaucoup le savent, hein, moi j'ai mon fils qui est en médecine, donc j'ai la chance de pouvoir parler aux jeunes futurs médecins et aux internes, et en direct, voir les difficultés qu'ils ont, et pourquoi ils souhaitent s'installer à tel endroit ou à tel autre. Simplement, ils ont le droit à une vie, on va dire, correcte, comme tout le monde, hein, et 70 heures par semaine minimum pour certains médecins, c'est plus d'actualité. En plus, l'emploi s'est féminisé. Donc, ce qui me semble judicieux, c'est de partir des hôpitaux de proximité, ce qui veut dire arrêter de fermer des lits, comme ce qui avait été proposé fut un temps par Olivier Véran, mais qui n'a pas été suivi d'actes, puisqu'on a continué à les fermer. Donc, proposer de ne plus fermer de lits pour se baser sur les hôpitaux de proximité et faire un maillage territorial avec des maisons de santé. Ces maisons de santé, les jeunes médecins souhaitent travailler ensemble avec d'autres professionnels de santé et avoir un plateau technique pas très loin. Donc médecine de ville, médecine hospitalière travaillent ensemble avec des gardes. Ça, c'est une des grandes questions du moment. Est-ce que les médecins de ville, les médecins généralistes, doivent être amenés à faire des gardes pour... Alors, ils en font déjà. Ils font déjà des gardes. Par contre, il y a les gardes des urgences il faudrait, pour pouvoir baisser, si vous voulez, le nombre de personnes qui vont aux urgences, et des fois, excusez-moi, mais pour pas grand-chose, hein, pour un petit logo, il faudrait pouvoir faire un filtre. Alors, ça me fait penser à une proposition qu'un médecin bien connu sur la Déodacie, dont on a d'ailleurs mis le nom sur une maison de santé de l'agglomération de Saint-Dié, Étienne Mathieu. Il avait proposé de s'installer à côté de l'hôpital lorsqu'ils sont de garde pour pouvoir filtrer les urgences. Ça peut être une très bonne solution aussi. Donc on a des solutions, il faut vraiment qu'on s'attelle sur ces maisons de santé, mais que ce soit un maillage territorial pour que les personnes aillent au plus près de chez elles et pas faire obligatoirement 2 maisons de santé l'une à côté de l'autre, ça ne fonctionnera pas. On a aussi le développement des infirmières ASALées, c'est des infirmières qui font une partie de ce que faisaient les médecins auparavant, c'est-à-dire qui peuvent prendre la tension, ce genre de choses, et qui du coup permet aux médecins d'avoir un peu plus de temps pour ces consultations. C'est la même mécanique que les orthoptistes qui suppléent un petit peu les ophtalmologistes. Hein. Et puis ne pas oublier une chose, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, un médecin passe un quart de son temps à faire de l'administration. Et de l'administration qui ne peut pas déléguer au secrétariat. C'est pas là du tout la même chose. Donc un quart de son temps à faire de l'administration. Si on allégeait un peu l'administration en France, je pense que tout le monde ne nous en voudrait pas. Je vous pose une question en tant que vice-présidente du département cette fois, parce que le plan santé, vous le connaissez bien, il est mis en place. Est-ce que ça fonctionne franchement? Est-ce que l'attractivité, est-ce que les aides proposées, est-ce que tout ce qui est mis en place ne se heurte pas quand même à cette réticence de jeunes médecins de venir s'installer chez nous, franchement? Ah non, du tout. Alors le plan d'action santé, hein, je vous l'avais dit, je le connais bien puisque c'est moi qui l'ai piloté au mandat précédent, puisque j'étais en charge de l'autonomie. On voit qu'il y a des effets, mais il a été impulsé par François Venson, que je salue et que je remercie d'avoir mis en place ce plan santé. On a réussi à avoir des médecins et autres, tous les professionnels de santé qu'on accueille et qu'on va chercher. En fait, mais il nous en manque encore. Alors, il nous en manque encore, mais ceux qu'on a, en tout cas, ne sont pas allés ailleurs. Donc on va les chercher. Il faut savoir un peu comment ça fonctionne, ce plan d'action santé. On va les chouchouter, on va les chercher dans les facultés, on leur vante, et on n'a pas trop de mal, on leur vante les mérites des Vosges,
on leur dit toute l'attractivité qu'il peut y avoir, parce qu'il faut quand même voir les choses de façon positive. On y est bien dans les Vosges. Donc, et on va jusqu'à visiter des maisons pour que quand ils arrivent, ils aient rien à faire. On va inscrire leurs enfants dans les crèches, on va les inscrire dans les écoles, on cherche un travail à leur conjoint. On va jusque-là. Ce n'est pas qu'un accompagnement pécuniaire. Financier. On va très loin. Et c'est pour ça qu'il fonctionne. Charlotte on a d'ailleurs, Moreau. excusez-moi, Pardon. on a d'ailleurs à Corcieux pu avoir des médecins grâce au plan d'action santé. Charlotte Moreau, on a vu des banderoles, on se souvient de l'affaire de Raon-l'Étape, hein. Enfin l'affaire, c'est pas une affaire, mais c'était un manque de médecins avec une banderole sur la nationale qui demandait à tous les médecins possibles de venir s'installer. Comment on fait aujourd'hui pour essayer de remettre plus de personnel soignant, hôpital, médecine de ville, dans un département comme le nôtre et dans cette circonscription? Alors le problème de la santé, c'est pas qu'un problème rural, hein, c'est aussi un problème de ville. On a très bien vu qu'en même temps que Remiremont avait des soucis à fermer les urgences, Bordeaux le faisait aussi. Donc en fait c'est un problème aussi général. Ville moyenne. Voilà, ville moyenne ou même à la campagne, c'est un gros souci. Le plus gros souci pour nous à la campagne, c'est l'accessibilité en termes de temps par rapport à chez soi et l'endroit où on va se faire soigner. Clairement, la plupart des gens maintenant, par exemple pour un dentiste, ils font 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de route. Ils vont à Strasbourg, ils vont à Nancy. Enfin voilà, c'est juste pas normal. Surtout que, comme on l'a expliqué dans le thème juste avant, la plupart des gens n'ont pas des moyens de transport adaptés pour pouvoir aller faire des soins dans des bonnes conditions, revenir. C'est-à-dire il faut prendre sa voiture, on sort d'une opération, il faut reprendre sa voiture. Enfin, c'est quand même... voilà, ça c'est un gros souci. Donc il faut remettre des services de proximité et moi je pense que pour faire revenir des médecins à la campagne, des jeunes médecins, déjà ce qu'il faudrait faire c'est repenser la formation en aussi la relocalisant dans nos campagnes, parce qu'en fait moi je comprends des jeunes qui aussi étudient par exemple 8 ans à Nancy, 8 ans à Paris, 8 ans à Strasbourg et qui en fait construisent leur vie là-bas. Enfin, je veux dire, quand on commence ses études à 18 ans, 18-26 ans, c'est là où on crée les meilleurs amis de sa vie. Effectivement, dans un voilà, où on plus... crée sa vie, donc enfin, au moins les débuts de sa vie, mais je veux dire, c'est marquant comme moment. Donc c'est dur après de revenir, et je pense que la formation doit être aussi repensée et relocalisée, mais comme pour plein de secteurs. Autre chose. Par rapport aux hôpitaux qui donc ferment les uns après les autres, qui s'éloignent des lieux d'habitat des gens, il y a un gros souci, c'est que l'hôpital veut être géré comme une entreprise. En fait, on ne peut pas demander à un hôpital public de faire de l'argent. Il doit faire de l'argent, mais pas au détriment de la qualité des soins. La T2A, la tarification à l'acte, c'est un gros souci. On fait des actes sur les personnes qui ne sont pas en lien avec leur comment ? Bon, on y est largement revenu sur la T2A. C'est sûr qu'aujourd'hui, elle était à la mode, en vogue il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde constate qu'effectivement, elle a porté ses limites. Voilà. Pierre-Jean Robineau, vous aviez peut-être encore une précision à porter là-dessus Oui. Alors moi, autre chose que j'aimerais porter, c'est que autant à l'hôpital public, c'est important donc de défendre qu'on prenne soin aussi des infirmières, des médecins, qu'on leur donne des conditions de travail correctes, avec un temps de travail correct, avec des salaires corrects. Et voilà, qu'on n'aille pas les applaudir et ensuite complètement dégrader leurs conditions de travail. Autre chose, c'est une des autres solutions pour faire venir des jeunes médecins, des médecins à la campagne, c'est aussi pourquoi pas les salariés. Enfin, les jeunes médecins, ils veulent vu que c'est de plus en plus aussi des femmes, elles ont envie de pouvoir avoir l'assurance de, quand elles vont avoir un enfant, et ben avoir, continuer à toucher... Salariés par qui, qu'on comprenne? Et ben salariés par les communes, par les territoires qui ont besoin. Moi, je viens d'une commune en Bourgogne, qui est dans un hameau de 60 habitants, et une toute petite commune qui... depuis 1 an, salarie des médecins. Et ça fonctionne très bien. Les personnes, elles sont venues de loin parce qu'on leur proposait un salariat. Pierre-Jean Robineau, votre constat et vos remèdes, si je peux me permettre. Je ne sais pas si j'aurai des remèdes, mais le constat est simple. Effectivement, la vie a changé. Aujourd'hui, un médecin, avant, c'était tout
un sacerdoce, en fait, d'être médecin, c'était un engagement à vie. Aujourd'hui, effectivement, les gens ont envie aussi d'avoir une vie, comme le disait Madame Maccioni, ont envie aussi d'une vie de famille, ont envie aussi d'avoir une éducation pour leurs enfants. Alors, le problème qu'on a, nous, en ruralité, bien souvent, c'est est-ce qu'on offre tout ce panel aux futurs candidats, si je peux les appeler comme ça, tout simplement, c'est parce qu'il faut une attractivité du territoire. Est-ce qu'il faut les contraindre d'ailleurs? Justement, Personne n'en a parlé. J'allais vous dire, on ne peut pas les contraindre, on ne peut pas contraindre des gens, on ne peut pas à venir, parce que de toute façon, ça sera, si vous les contraignez... Certains le demandent. Hein. Oui, mais alors si vous les contraignez, ça sera que de courte durée, parce que si on ne se sent pas bien dans son territoire, de toute façon, on repartira. Donc si c'est reculer pour mieux sauter, ça ne fera pas avancer le problème. Aujourd'hui, je pense sincèrement, vous êtes effectivement, un peu en avance je suis un petit peu en avance. Effectivement, le département, on a quand même un département où je dois remercier effectivement Monsieur Vanson qui a fait un super travail de ce côté-là. Je dois vous remercier, vous avez fait un super boulot et qui a permis effectivement la réinstallation de médecins dans le village. Parce que le vrai problème aujourd'hui, effectivement, ce que soulevait ma voisine, c'est le vrai problème, c'est le temps. Le temps de transport, toujours la même chose, c'est quand vous habitez à Jemagout et puis qu'il faut aller voir un médecin. Alors je ne sais pas s'il y en a un à Jemagout, je ne connais pas tout, vous pouvez peut-être me dire. Il y en a à Jemagout. Il y a 2 maisons de santé pas très loin. Pour le coup, c'est pas le bon exemple. On a compris l'idée. En tout Qui cas, sont bien sûr. gérés par l'intercommunalité. C'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Avec les Mais- médecins et les infirmiers. Je ne connais pas bien Jemagout. Allez, Gaëtan Dussaucet, qu'en est-il pour vous, le Rassemblement national? Que préconise-t-il? On n'a pas parlé des EHPAD aussi, je ne vous ai pas lancé là-dessus, mais c'est évidemment aussi une problématique. Hein. C'est évident, la santé au sens large. Bien sûr. Mais si vous voulez, il y a un véritable problème. C'est d'abord, il y a 2 choses à prendre en considération. C'est le problème d'abord des médecins, et moi je tiens d'ailleurs à ce qu'ils puissent conserver, pour ceux qui le souhaitent, l'aspect parfois libéral, la profession libérale et le statut libéral, pour qu'il puisse y avoir quand même une certaine liberté. Donc comment on fait pour amener des médecins à venir exercer dans nos territoires? Et ensuite la question de l'hôpital. Pour commencer par l'hôpital et les urgences, évidemment, on le sait tous, il y a une crise des vocations, donc il faut immédiatement, puisqu'on parle d'une urgence, réintégrer déjà les soignants qui ont été suspendus pendant la crise sanitaire. Ça ne devrait même pas faire l'ombre d'un doute ni l'ombre d'un débat. Vous êtes tous d'accord là, sur ce plateau par rapport à ça? Pardon. La question doit Bon, être après, on n'était pas tous d'accord à l'Assemblée. Hein. Il y en a qui ont voté contre. Voilà. David Valence, la question doit être posée. Charlotte Moreau, vous êtes pour. Pierre-Jean Robineau, Bien sûr. Caroline Privas-Maccioni. Donc voilà. Bien sûr, ça fait consensus. Et même, Malheureusement, il n'y a que le candidat j'espère d'Emmanuel Macron. j'espère Pardon, d'ailleurs Madame Moreau, je qu'on vous en prie. s'excusera par rapport à ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a que le candidat d'Emmanuel Macron, M. Valence, qui s'y refuse. Donc c'est dommage parce qu'il y a malheureusement... J'ai pas dit il y a ça. malheureusement Le président de la une urgence, République et vous a êtes dit qu'il incapable de fallait la poser la considérer. question. Voilà, il faut poser la question. Mais on a vu comment le gouvernement a traité malheureusement les Donc, soignants vous faites pendant tout cette comme crise ce que sanitaire. vous- On a vu comment ils se sont comportés à leur égard. C'était d'un manque de respect total, d'un manque d'humanité total et d'un manque de considération total. Il se trouve qu'il faut répondre à la crise des vocations, donc déjà en réintégrant déjà les soignants qui ont été suspendus. Qui ne réglera qu'une En petite augmentant- partie du problème. Bien sûr, toute en petite augmentant partie. aussi les revenus, on en a parlé, la France est le pays de l'OCDE, membre de l'OCDE, où les infirmiers sont les moins bien payés d'Europe. Il faut aussi se donner les moyens. Il y a eu une logique, on en a parlé de la tarification à l'acte unique, on en a parlé de la T2A. Malheureusement, ça c'était une logique de rentabilité qui a été d'ailleurs mise en œuvre et accélérée par Jean Castex en 2004 et 2005 dans des réformes hospitalières. Donc tout ça a créé énormément de frustration. On a parlé des lits d'hôpitaux aussi. Même durant la crise sanitaire, le gouvernement est allé à supprimer jusqu'à plus de 2000 lits d'hôpitaux. Donc tant que vous ne redonnez pas la possibilité aux gens de faire leur travail dans des situations et des conditions humainement acceptables et dignes, on ne répondra pas à ça. Ensuite, sur la question des déserts médicaux, dans nos départements des Vosges, il y a à peu près 19 communes qui sont considérées comme des déserts médicaux. Dans notre deuxième circonscription, je pense par exemple aux communes de Vexincourt et aux communes de Mortagne, il vous faut parfois 15 minutes en voiture, voire une demi-heure pour accéder ou à une pharmacie ou à un service d'urgence. Donc là-dessus, il y a 2 choses à faire. D'abord, dans l'urgence, c'est mettre en place une attractivité en termes de rémunération. Madame Privas-Maccioni a eu raison de dire qu'il y a une grosse lourdeur administrative pour les médecins. Nous proposons quelque chose de beaucoup plus simple, c'est qu'en fonction du lieu dans lequel vous exercez votre activité en tant que médecin, eh bien, vous avez un barème qui vous permet d'obtenir plus de revenus parce que vous êtes moins taxé et incité. Mais ensuite, il y a un deuxième
une deuxième action à mettre en œuvre sur du moyen et long terme, c'est évidemment l'attractivité des territoires. Puisque de fait, quelqu'un qui cherche un endroit où exercer son activité et où pouvoir soigner les gens va toujours évidemment s'informer sur l'accessibilité d'une école, sur l'accessibilité évidemment d'un certain nombre de loisirs et sur le fait de savoir si oui ou non ça lui coûtera pas plus cher avec tous les déplacements si parfois celui-ci ne trouve pas cabinet mais préfère rester itinérant. Tout petit mot sur... Pardon, bien sûr, je vous en prie. Est-ce qu'il faut financer une partie des études des étudiants en école de médecine pour les pousser pour les pousser à s'installer plus tard, à s'implanter plus tard dans le territoire? C'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Par principe, j'ai un peu de réticence à la coercition et à l'obligation. Maintenant, s'il y a un service rendu, c'est-à-dire que si l'État met l'argent, qu'il faut décider de dédier une partie du budget là-dedans et qu'ensuite il y a un service rendu par les étudiants, c'est évidemment quelque chose que l'on peut accepter, que l'on peut soutenir, mais à condition qu'on mette tout le monde autour de la table et qu'on ne décide pas ça de manière unilatérale et verticale depuis l'Élysée. 30 secondes. Saint-Michel-sur-Meurthe se pose la question, par exemple. Ça se fait déjà à certains endroits, ça se fait déjà à les Vosges, par exemple, exactement. Où ils offrent une bourse et la Saint-Michel. C'est sans doute une voie d'avenir. David Valland, je vais vous demander de faire preuve de concision. Vous voyez le chrono. On s'adresse aussi au président du conseil de surveillance de l'hôpital Saint-Dié. Comment va-t-il aujourd'hui? On en a moins parlé qu'Épinal et Remiremont. J'imagine qu'il est confronté malgré tout au même type de problématique. Et puis, quelle est votre vision d'ensemble sur cette impossibilité aujourd'hui de faire le plein en termes de personnel médical? Oui, ça fait 8 ans que je me bats de toutes mes forces pour l'hôpital de Saint-Dié, pour qu'il y ait plus d'internes à travers les 2 promotions par an, parce que former des internes, c'est quand même former des médecins qui auront une autre vision de nos hôpitaux que ceux qu'ils peuvent avoir, que je me bats aussi parfois contre des décisions administratives comme celle qui a créé le groupement hospitalier de territoire 8, qui met de côté notre hôpital par rapport au CHU de Nancy, alors que c'est là que sont les coopérations. Donc oui, c'est un combat de 8 ans, et c'est un combat aussi pour créer en ce moment une nouvelle maison de santé à Saint-Dié-des-Vosges pour pérenniser l'activité des médecins. Maintenant, comment est-ce qu'il faut travailler pour passer ce moment difficile dans les années qui viennent, de pénurie de médecins et de pénurie de vocations, y compris chez les aides-soignantes, les infirmiers, dans tous les milieux? C'est vrai qu'on n'a pas parlé des EHPAD et j'en suis un peu surpris. Comment est-ce qu'on fait pour passer ce cap difficile? Je crois qu'une première solution, c'est de faciliter, on a parlé du dispositif ADISE, mais il faut systématiser, faciliter l'exercice des actes médicaux du quotidien par les pharmaciens et par les infirmiers. Ça a été fait en partie pendant la crise de la Covid-19 et ça a montré de bons résultats. Une deuxième solution, c'est, dans un certain nombre de cas, de permettre de développer la télémédecine dans nos territoires. En ce moment, il y a un cabinet de télémédecine qui est en construction à Saint-Dié-des-Vosges, dans le quartier de Kellermann. Et ça peut vous permettre, par exemple, si vous avez un grain de beauté qui grossit très très vite, de ne pas attendre 6 mois ou 1 an un rendez-vous avec un dermatologue et de pouvoir avoir un premier diagnostic qui va peut-être vous sauver la vie et éviter que ça devienne un mélanome. Troisième voie qu'il faut suivre, le soutien aux maisons pluriprofessionnelles de santé. Au cours des dernières années, il s'en est ouvert une à Raon-l'Étape. Et finalement, il y a plusieurs maisons de santé qui existent, qui sont très fortes, y compris privées. Je pense à Senones et à Saint-Dié-des-Vosges sur le territoire. Il y a des investissements sur des maisons de santé strictement infirmières pour le moment à Bruyères, qui sont en cours, à proximité de la pharmacie Chabrier. Et donc on doit pouvoir, avec nos politiques publiques, continuer à accompagner cela, y compris, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, en accompagnant les projets privés de maisons de santé, car c'est souvent le portage public qui permet le subventionnement. Et puis, il faut poser, et ce sera mon dernier point, la question de la liberté d'installation, en essayant de dire tout simplement que les médecins qui s'installent dans des zones où il y a suffisamment de praticiens, je pense à la région parisienne, je pense au sud-est de la France, eh bien, ces médecins-là ne pourront pas être conventionnés. Il ne s'agit pas de forcer des médecins à s'installer quelque part, sinon ils partiront à l'étranger, mais de les dissuader de s'installer dans les rares régions françaises où il y a déjà suffisamment de médecins. Charlotte Moreau, vous êtes un tout petit peu... Caroline Privin-Mattioni, allez-y, vous avez... Je voudrais juste revenir sur la télémédecine. On a actuellement un groupe étranger qui s'installe en France et qui paye très cher les futurs médecins qui vont travailler dans ce groupe-là pour développer de la télémédecine. Ça, c'est quelque chose, par contre, qu'il faudra combattre. Alors, Pierre-Jean Robineau, Charlotte Moreau, vous avez un tout petit peu de retard avant on termine avec les faces caméra. Les EHPAD, ou peut-être encore un dernier mot sur cette problématique de santé par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Moi, j'aimerais plutôt dire quelques mots généraux. En fait, moi, par exemple, je ne suis pas une spécialiste de la politique. Par contre, par exemple, hier, j'ai rencontré exactement 9 ou 10 personnes, donc c'est pas exactement, mais 9-10 personnes de différents domaines, de l'ONF,
du coup un employé de l'ONF. J'ai aussi discuté avec une militante associative par rapport à l'eau. J'ai discuté avec des autres militants d'autres partis. J'ai aussi discuté avec quelqu'un de l'hôpital, quelqu'un de l'éducation, parce que l'éducation, on n'a pas pu en parler, mais c'est aussi un thème très important. Et du coup, j'invite les personnes à aller voir sur mes réseaux sociaux les vidéos et voir qu'est-ce que j'ai à proposer concrètement, parce que dans un débat comme celui-ci, bien sûr, je n'ai pas parlé des EHPAD, mais c'est aussi un thème qui me tient à cœur. Le bois, c'est un thème qui me tient à cœur. On n'a pas le temps de dire tout ce qu'on veut dire, mais s'il vous plaît, allez voir du coup Charlotte Moreau. Vous trouverez des informations et vous verrez que je travaille aussi en lien avec la société civile pour développer des idées. Pierre-Jean Robineau, une petite minute avant de conclure. Donc. Très vite, parce que j'ai de l'avance, effectivement. Moi, voilà, on n'a pas parlé de la jeunesse, et pour moi, c'est très important. J'aurais bien aimé qu'on aborde un peu plus ce sujet. C'était en creux, on a beaucoup parlé de formation, on a beaucoup parlé d'attractivité, on est sur la jeunesse. Voilà, surtout sur l'attractivité. Donc là, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que si on, comme vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, on a la circonscription où la population est de plus en plus vieillissante, et aujourd'hui, les jeunes, l'école, comment je pourrais dire, j'arrive pas à tout dire dans les 30 secondes. En plus, je me suis un peu trompé sur les horloges, vous êtes plutôt en avance. C'est plutôt Gaëtan Dussaucé qui est un tout petit peu en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà. Le débat démocratique est toujours intéressant pour le coup. Allez, vous avez une quarantaine de secondes, Gaëtan Dussaucé, avant vraiment, et c'est vous d'ailleurs qui inaugurerez la conclusion. Avant cela, est-ce qu'il y a un thème que vous pourriez avoir envie de développer maintenant ? Je pense que le plus important, et ce qui a cruellement manqué pendant le mandat d'Emmanuel Macron, c'est la question de la considération de l'humain, de la considération des gens. Je pense, et on l'a vu d'ailleurs, et c'est pour ça que ces élections vont être très importantes, ces élections législatives, c'est que quand on ne répond pas, quand on n'entend pas et quand on ne comprend pas les frustrations d'un certain nombre de personnes, les inquiétudes sur l'avenir, etc., eh bien ça crée énormément de tensions dans notre société, comme on a pu le voir notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Donc pour ça, il faut évidemment qu'on ait davantage de considération à leur égard. Ça peut passer aussi par une réoxygénation de la vie démocratique dans notre pays, notamment par la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, un référendum, le fameux RIC, où à partir de 500 000 signatures, eh bien, le peuple français peut, s'il le souhaite, amener un référendum sur le sujet de son choix. Donc je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir davantage de considération pour les Français et pour le peuple de manière générale, parce que c'est quelque chose qui a cruellement manqué dans ce quinquennat et qui malheureusement, je le pense, manquera à nouveau dans les 5 années à venir. Alors, vous êtes tous dans la même minute. Je m'y étais engagé avant cette retransmission, ce débat. Donc, l'heure est venue maintenant de conclure. Chacun, donc, vous aurez 40 secondes maintenant pour vous adresser directement à vos électeurs pour essayer de les convaincre, déjà peut-être de voter les 12 et 19 juin qui arrive, et puis voter pour vous, bien évidemment. Par tirage au sort, c'est vous, donc Gaëtan Dussaucé, qui allez débuter. Tout à fait. Eh bien, mesdames et messieurs, comme on l'a rappelé, les 12 et 19 juin, vous allez être amenés à faire un choix important pour notre circonscription. Vous allez être amenés à voter pour votre futur député. Lors de l'élection présidentielle, vous avez donc placé, nous l'avons rappelé, à 2 reprises Marine Le Pen en tête dans notre circonscription, au premier comme au second tour. Donc il est important que vous puissiez avoir un député qui vous, qui représente vos idées. Peu importe ce qu'il vous racontera d'ailleurs sur son parcours, sa petite personne, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe véritablement, c'est comment vous protégez, vous, face aux décisions qui vont être prises par Emmanuel Macron. Moi, je vous propose de voter pour la seule véritable opposition à Emmanuel Macron, c'est-à-dire pour un député qui ne sera pas macroniste, qui ne tremblera pas pour s'opposer notamment à la retraite à 65 ans, mais aussi à la poursuite de la submersion migratoire ou du laxisme face à l'insécurité qui, on le sait, gangrène tous nos territoires, y compris parfois les milieux les plus ruraux. Merci à vous. Caroline Privat-Mattioni, c'est votre tour. Élue députée, je serai une députée d'action et de cœur. Je suis la seule candidate élue depuis 2011 qui a donc l'expérience du monde politique tout en travaillant et donc de connaître les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises et le monde artisanal puisque je le vis tous les jours. C'est cet équilibre qui me permet de me présenter en femme libre. Je continuerai le travail de Gérard Cherpion en légiférant et en contrôlant les actions du gouvernement avec sincérité et objectivité. Je me présente aux élections législatives sans vision de carrière et en ayant comme ambition de vous protéger et de vous défendre. Merci à vous. Pierre-Jean Robineau, c'est votre tour.
vous êtes aperçu ce soir que nous avions, enfin que mes deux principaux concurrents, qui sont le représentant de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, sont très brillants. Néanmoins, si l'un des deux est élu, il s'empressera rapidement de monter à Paris pour continuer à gravir ses projets politiques. Or, vous avez besoin d'un député qui vous ressemble, un député qui saura vous défendre face à la politique diabolique d'Emmanuel Macron, un député qui connaît les ficelles du monde économique pour recréer l'emploi dans les Vosges. Un député qui va se battre ardemment, tout simplement pour sauvegarder nos écoles, pour sauvegarder nos hôpitaux. Et aussi un député qui saura... J'ai un trou. Un député qui saura, qui sait ce que c'est que la famille, qui sait ce que c'est que le sport, qui sait ce que c'est que la culture, qui défend ses valeurs avec conviction. Donc ce député, ce sera moi. Donc si vous voulez voter pour vous, votez pour moi. Charlotte Moreau, c'est votre tour. Oui, donc moi j'aimerais dire aux Vosgiens et du coup qui sont bien français, qu'ils peuvent prendre leur destin en main. Donc moi, je voudrais faire comprendre que je suis juste quelqu'un de sincère, avec des convictions, que je n'ai pas d'ambition carriériste en politique, et aussi que une des premières choses que moi j'aimerais défendre, c'est passer à la 6e République. En fait, il y en a marre de la monarchie présidentielle, on a besoin de revoir les institutions, et en fait de pouvoir aussi que vous puissiez aussi révoquer les élus, même si c'est moi, et bien sûr que le vote blanc, qui est un vote contestataire, soit enfin reconnu. Moi j'aimerais que vous alliez voir ce que les groupes parlementaires ont voté pendant le dernier quinquennat, et que ce n'est pas l'extrême droite qui est la réelle alternative à tout ce qui se passe actuellement. Moi, j'aimerais donc défendre les services publics, la totalité des services publics de proximité pour vous et surtout pour toutes les personnes, tous les employés, tous les patrons qui créent du dynamisme et de la richesse sur nos territoires et qui se font écraser par l'ultralibéralisme. Les 12 et 19 juin, j'aimerais que vous vous déplaciez en masse pour aller voter. Parce que là, à la NUPES, nous créerons une réelle opposition qui sera à votre écoute et qui portera haut et fort vos revendications. Ne laissez pas les technocrates qui marchent pour l'oligarchie et le grand capitalisme vous rendre résignés, et un autre monde est possible, vous pouvez y croire. Merci à vous. David Valence, vous concluez. Vous me connaissez, cela fait 8 ans que je suis au service de notre territoire, de la DE d'Assy et du territoire de Bruyères. Aujourd'hui, c'est cette expérience qui me permet de dire que nous avons besoin d'un député utile. C'est cette expérience qui me permet de dire que devenir député, ça ne s'hérite pas, ça se mérite. Nous méritons un député utile parce qu'il connaîtra bien notre territoire et qu'il ne passera pas 5 ans à le découvrir. Un député utile parce qu'il connaît bien le fonctionnement des institutions et qu'il ne passera pas 5 ans à les découvrir. Utile parce qu'il sera dans la majorité présidentielle et que même si parfois l'expérience des responsabilités, c'est frustrant, mais qu'il aura plus de moyens que les autres pour peser sur la manière dont la loi soit élaborée. Oui, les 12 et 19 juin, vous avez la possibilité de voter pour un député utile. Saisissez-la. Très bien, merci à toutes et à tous. Je remercie une nouvelle fois David Henry, notre confrère de Vosges Matin. Et donc on se donne rendez-vous jeudi prochain pour le dernier débat que Vosges Télévisions vous proposera. Ça sera donc la 4e circonscription, celle de Neufchâteau dans la Plaine. Merci à toutes et à tous. Merci à nos équipes techniques emmenées ce soir par Vincent Louis. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.